L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'une personne que l'on va appeler Valentin. Bon, il peut pas nous donner son vrai prénom et son vrai âge et c'est plutôt normal. Alors pour commencer, les parents de Valentin, ils se sont séparés quand il avait 9 ans. Quelques mois plus tard, la mère de Valentin, elle a rencontré un autre homme. Et cet homme, on va l'appeler Christian. Au tout début, tout se passe bien avec Christian. Il s'occupe de Valentin et de son frère. Et ce gars-là, il est hyper gentil avec tout le monde. Puis un jour, la mère de Valentin, elle est tombée enceinte de Christian. La mère de Valentin leur annonce la nouvelle et lui et son frère sont super contents. Faut dire qu'à ce moment-là, Valentin et son petit frère, ils voient leur vrai père qu'une fois ou deux par an. Et petit à petit, malheureusement, le père, il commence à s'éloigner d'eux. Du coup, au fond de Valentin, il y a quand même une grosse blessure d'abandon qui commence à apparaître. Bref, après cette annonce, la mère de Valentin a commencé à chercher un nouvel appartement un petit peu plus grand pour accueillir une personne en plus. Et en vrai, elle a trouvé assez vite un nouvel appartement. Mais le problème, c'est que c'est pas dans le même village où ils sont actuellement. Bref, ils ont quand même déménagé assez rapidement et Valentin et son petit frère ont dû changer d'école. Et après 9 mois, vous connaissez, le petit frère de Valentin, il a fait son apparition. Et là, les choses bizarres avec le beau-père ont commencé. Plus les jours avancent et plus Christian il se met à insulter Valentin. C'est même tellement allé loin que Valentin, à un moment, il a dû s'enfermer dans la salle de bain. Le beau-père, il l'insultait de vraiment tous les noms. Le gars est carrément resté devant la porte de la salle de bain comme ça pendant 1 heure. Il l'insulte et il le menace de mort à tel point qu'il lui dit que s'il ouvre la porte, il va le choper et le tuer. À un moment, Valentin, il entend plus le beau-père derrière la porte. Et du coup, il déverrouille tout doucement la salle de bain et il court littéralement dans sa chambre. Autant vous dire que toute la fin de journée et même le soir, Valentin il est resté dans sa chambre. La mère de Valentin, quant à elle, est revenue à la maison très peu de temps après avoir eu le nouveau-né. Et au début, tout se passe bien. Mais bon, ça n'a pas duré malheureusement. Les insultes sont devenues un véritable quotidien pour Valentin. Le beau-père, il lui dit qu'il ferait mieux de partir et d'aller crever ailleurs. En gros, des trucs vraiment sympas, ça fait très plaisir d'entendre ça. Bon, à un moment, il va y avoir un petit peu de réconfort pour le petit Valentin. À un moment, ils ont décidé d'adopter un adorable petit chat. Ce chat-là, Valentin, il le trouve adorable. Il adore les câlins et les petits bisous. Alors attention, petit disclaimer, si t'aimes les animaux et que t'as pas envie de m'entendre dire des trucs de fou là-dessus, je t'invite à passer au prochain chapitre ou passer 15-20 secondes à peu près. Bon, malheureusement, quand ils ont adopté le petit chat, c'était encore qu'un chaton. Et à un moment, malheureusement, ce petit chat, il a fait ses besoins sur le pull de Christian. Et pour se venger, le petit fils de Christian, il a balancé le chat contre le mur. Et ça à plusieurs reprises. Et apparemment, c'était pas la seule torture qu'il a fait au chat et Valentin, il veut pas nous expliquer plus que ça. À tel point qu'à un moment, Valentin et son petit frère, ils doivent accompagner la mère quelque part en ville. Ce qui fait que normalement, ils doivent laisser le chat seul avec Christian. Sauf que les enfants, ils ont dit à la mère que non, fallait pas du tout laisser le chat avec lui. Parce que sinon, clairement, en revenant, le chat, il serait mort malheureusement. Heureusement, la mère, elle a décidé de prendre le petit chat et de le confier à une autre famille. Voilà, le passage un peu gore est passé et maintenant, on se retrouve 1 an après. La famille a de nouveau déménagé, cette fois-ci pour être dans une maison. Et là, les choses sont devenues de pire en pire pour Valentin. Ce beau-père, enfin, si on peut encore l'appeler comme ça, il a commencé à avoir des mains baladeuses envers Valentin. Il oblige Valentin à s'asseoir sur ses genoux. Mais juste après ça, il le traite comme une sous-merde. Un jour, Valentin, il a fait une petite bêtise et il a été réprimandé par Christian. Il s'est donc caché sous la table, mais son beau-père lui a alors dit « Putain, tu ferais mieux de crever, personne veut de toi ici, va canner ailleurs, sale merde !» Après avoir entendu ça, forcément, Valentin il est parti se cacher dans sa chambre. Après ça, tous les jours, il entendait la même chose quand il rentrait chez lui. Plus on avance et plus le beau-père est violent avec tout le monde. Que ça soit Valentin, sa mère ou son frère. Puisqu'effectivement, il y a un détail que je vous ai pas donné depuis tout à l'heure. Christian, c'est quelqu'un qui est tout le temps bourré. Maintenant, le truc c'est que vers 4 h du matin, généralement il part travailler. Et vers ces heures-là, à peu près, Valentin il peut sentir une présence dans sa chambre. Valentin, il en a déjà parlé de tout ça avec sa mère, mais elle fait rien du tout. À cette époque-là, il est tellement pas bien qu'à l'école, il parle même plus. Il a tellement peur que s'il fait une connerie ou il dit une connerie, il se fasse engueuler comme chez lui. À ce moment-là, il a même plus d'amis avec qui parler. Les choses comme ça ont continué jusqu'à ce que le petit dernier aille à l'école. Là, enfin, la mère de Valentin a décidé de se séparer de ce gars. Et ils ont redéménagé dans le premier village où ils étaient au début. Un petit peu avant de déménager, Christian, il avait emmené Valentin à un entraînement. Et juste avant de le déposer, il lui a dit une chose. « Pourquoi tu es fâché contre moi ? À toi, je ne t'ai jamais rien fait. » Même s'ils ont déménagé, Valentin il fait encore une très grosse dépression. Il fait des cauchemars toutes les nuits et ses nuits sont très courtes. Si jamais il dort 4 heures, c'est déjà très bien pour lui. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce premier thread d'horreur. Alors ouais, je suis désolé, il y a un petit peu tout qui est dégueulasse dans cette histoire. Il y a la partie animale, on va même pas en parler, et il y a la partie attouchement qui est pas folle. Puisque à la fin, on apprend que le beau-père, il a quand même dit « À toi, je ne t'ai jamais rien fait ». Ça sous-entend quand même des choses assez glauques. Bref, on va maintenant passer au second thread d'horreur qui est moins glauque dans ce sens-là, quoi.
L'histoire que je vais vous raconter, cette fois-ci, c'est celle de Fanny et de son petit ami Tom. Tout commence un petit soir d'été vers 19h30. Ils décident d'aller tous les deux à la ville la plus proche à pied pour aller dîner. Et après 3 longues heures de marche, ils sont enfin arrivés. Me demandez clairement pas où ils habitent, je sais pas, mais s'il te faut 3 heures pour aller à la ville la plus proche, ouais c'est chaud. Ou peut-être qu'ils marchent très lentement, bref c'est pas le sujet. Quand ils arrivent dans le petit resto, ils se mettent en terrasse et ils peuvent voir le coucher de soleil. Et clairement c'est magnifique. Faut dire ce qui est. Lorsque leur dîner en amoureux est fini, ils se disent que ils vont rentrer en fait. Ils prennent leur téléphone et ils commandent un Uber. Sauf qu'au bout de 10 minutes, ce gars-là, il les refuse. Ils en essayent un autre et encore un autre et encore un autre. Enfin, en gros, tout le monde les refuse. Au bout d'un moment, les deux amoureux ils décident de se rapprocher d'un casino. Ils veulent aller là-bas pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui habite assez proche de Fanny et comme ça, ils pourront être accompagnés. Pendant 1 heure, ils essayent de demander de l'aide, mais personne veut les aider, clairement. Bon, au bout d'un moment, ils rentrent dans l'hôtel du casino pour demander une chambre. Mais malheureusement, c'est impossible de réserver une chambre étant donné qu'ils sont tous les deux âgés de 17 ans. Bon, par contre, la dame de l'accueil, elle leur donne quand même une petite liste de numéros de taxi. Et dans toute cette liste, il n'y en a aucun qui répond. Ah non, j'ai menti, il y en a un qui répond. Sauf que le problème, c'est qu'il est à 300 km de là. Donc clairement, non, c'est pas possible. Il est maintenant 1h du matin et vous vous dites peut-être que il ferait bien d'appeler leurs parents. Mais non, en fait ils peuvent pas appeler les parents étant donné qu'ils étaient pas censés venir ici. Ce qui fait que maintenant ils ont littéralement aucun moyen de rentrer. Si ce n'est marcher toute la route sur le retour. Et c'est donc parti pour 3 longues heures de marche et tous les deux n'ont que 5% de batterie sur leur téléphone. Après quelques dizaines de minutes, le couple ils ont mal aux pieds. Il y en a même un des deux qui a mal au dos. Le problème c'est qu'ils peuvent pas abandonner. Ils sont encore trop loin de chez eux. Et maintenant il y a un nouveau problème qui s'impose à eux. À force, les 2 téléphones se sont éteints étant donné qu'ils s'éclairaient avec la lampe torche. Ils sont maintenant dans le noir complet au bord de la route avec aucun passage pour les piétons. Ils sont complètement désespérés quand soudain, le couple peut voir une vieille Peugeot. Là, les deux amoureux ils se disent que faire du stop ça leur coûte rien du tout. De toute façon, ils peuvent tenter leur chance, à mon avis la voiture va pas s'arrêter. Et comme ils l'avaient imaginé, la voiture ne s'est pas arrêtée. Ils avancent alors un petit peu et ils peuvent recroiser cette voiture qui est maintenant arrêtée à un stop depuis pas mal de temps. À un moment, la voiture elle commence même à faire marche arrière vers eux. La personne dans la voiture c'est un homme âgé d'environ 50 ans. Et rien qu'à première vue, l'homme il semble louche. Surtout qu'à la base, il les avait bien vus faire du stop. Et il avait clairement refusé de s'arrêter. Donc pourquoi maintenant il propose de les aider? Bon, c'est joli tout ça, mais le petit couple, ils sont quand même dans la grosse galère. Et ils font pas vraiment la fine bouche. Ils décident d'accepter l'aide de cet homme. Fanny, elle monte à l'arrière et son copain monte à l'avant. Fanny, elle tremble de peur. Elle n'a aucun moyen de communication. Il est plus de 2 h du matin et il y a personne dehors. Pendant qu'ils sont dans la voiture, le couple indique un peu la route pour que le gars il les ramène chez eux. Mais l'homme, il commence à faire demi-tour et il leur dit: ah putain, désolé, j'ai oublié quelque chose chez mon ami, j'en ai que pour 2 minutes, vous inquiétez pas. À ce moment-là, Fanny, elle regrette tellement d'être montée dans cette voiture. Mais d'un côté, elle se dit que c'est peut-être vrai. Ça se trouve, il a vraiment oublié quelque chose chez son ami. Du coup, la voiture fait demi-tour et elle roule comme ça pendant 30 minutes. L'ambiance dans la voiture est vraiment glaciale. Personne ne parle et Fanny sent qu'il y a vraiment une gêne. Arrivé vers le parking d'un immeuble, il y a une personne qui fait signe au conducteur. L'homme il descend de la voiture et il laisse le couple dans la voiture avec le moteur allumé. Le conducteur il se retourne, il se met comme ça sur la fenêtre et il leur dit: vous inquiétez pas, j'arrive bientôt. Bon, les deux amoureux ils attendent comme ça 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure carrément, mais il y a toujours personne. Autant vous dire que l'oxygène dans la voiture commence à être vraiment pesant. En plus de ça, ils ont peur et surtout ils sont fatigués. Puis d'un coup, Fanny et Tom peuvent voir au loin un homme cagoulé, poing américain à la main, courir vers la voiture. En voyant ça, Tom il a changé de siège, il est passé côté conducteur et il a démarré la voiture à toute vitesse. Fanny, elle de son côté, elle regarde en arrière et elle peut voir que l'homme cagoulé les pourchasse. Heureusement pour notre couple, la voiture va plus vite qu'un homme et ils finissent par se garer à 2 km de chez Fanny. Et de là, ils sont rentrés en courant chez eux. Bon, pourquoi ils se sont pas garés devant chez Fanny? Eh bien, ils voulaient pas de problème. Après ça, les deux amoureux ont voulu s'endormir mais c'était peine perdue. Ils avaient du mal à se sentir en sécurité. Mais bon, au bout d'un moment avec la fatigue corporelle et l'adrénaline qui est retombée, ils sont tombés comme des crêpes. On arrive le lendemain et ils sont repassés au même endroit où ils ont laissé la voiture. Sauf qu'elle était plus là du tout. Je peux vous dire que Tom et Fanny, ils en ont pas parlé à leurs parents. Mais Fanny de son côté, elle pense clairement qu'ils ont échappé au pire. Et je partage son avis. Un mec cagoulé qui vient avec un poing américain pour défoncer la gueule, généralement c'est pas cool. À moins que c'est votre kiff à vous, faites ce que vous voulez. Moi je juge pas, chacun fait comme il veut. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Déborah. Alors c'est un petit peu particulier, mais Déborah, elle a malheureusement ce qu'on appelle un harceleur depuis 4 ans. Apparemment, c'est un gars qui a jamais vraiment été agressif. Il l'a jamais menacé, donc Déborah, elle fait de son mieux pour l'ignorer. Elle réagit pas vraiment à ce qu'il fait et surtout elle veut pas lui montrer qu'elle a peur. Puisque ce gars, ça se trouve, il est satisfait de faire peur à une femme.
Elle a jamais eu vraiment peur de lui, pourquoi? Eh bien parce qu'il s'est jamais vraiment approché d'elle. La technique de ce harceleur, ça consistait surtout à lui envoyer des lettres et comme elle le surnomme, des petits cadeaux. Bon, tu vas tout de suite voir, ça ressemble pas vraiment à des cadeaux. Hein. Il lui envoie des photos de son immeuble sous toutes les coutures. Et surtout des petits trucs qu'elle jette dans les poubelles. Sur ses 4 ans d'harcèlement, Déborah elle a déjà essayé d'appeler la police. Mais malheureusement, la police elle a jamais pu le rattraper. Bon, à vrai dire, de toute façon, elle pense pas qu'ils ont essayé. Voilà, ça c'est le petit prologue tranquille. Maintenant, on passe aux événements. Il y a 3 semaines, Déborah elle a découvert un subreddit allemand. En gros, dans ce subreddit, tu peux poser des questions à une personne et justement, Déborah, elle voulait aller dessus. Et justement, elle voulait répondre à des potentielles questions sur comment c'est de se faire harceler. En fait, Déborah, à la base, c'est pas quelqu'un qui utilise beaucoup les réseaux sociaux à part Reddit. Et à vrai dire, elle a mis aucune info personnelle sur elle. En gros, son pseudo, c'est pas Dark Déborah du 67, tu vois. Donc forcément, elle pense que son harceleur, il verra jamais ce qu'elle écrit sur internet. Donc, quand il y a un mec qui lui demande « Est-ce qu'il sait que tu postes ça sur Reddit ?» Elle lui répond simplement « Ouais, je pense pas, mais peut-être que ça le mettra en colère. Ou peut-être même que ça l'exciterait. En vrai, je sais pas et je m'en fiche. » Sauf que maintenant, la petite Déborah, elle connaît la réponse. Ok, bon, comme on l'a vu plus tôt, il a jamais été agressif ce gars. Et il s'est jamais rapproché physiquement d'elle. L'endroit le plus proche où il a été d'elle, c'est à quelques mètres d'elle. Et ça, Déborah, elle le sait car il lui envoie une photo d'elle en train d'ouvrir la porte de son appartement. Et vu l'angle de la photo, le gars il devait se situer dans les marches de l'escalier. Et en vrai, si ça se trouve, c'était même pas lui physiquement. Il a peut-être planqué une caméra à cet endroit qui prend des photos dès qu'il y a quelqu'un qui passe. Mais Déborah, elle pense pas vraiment que c'est cette hypothèse car normalement, elle aurait fait gaffe à un petit détail comme ça dans les escaliers. Après la question qui a été posée sur internet, il y a eu une petite semaine où elle a été tranquille. Et après ça, elle a reçu des lettres avec les screens des questions qu'on lui a posées sur Reddit, ainsi que des screens des réponses qu'elle a données. Déborah, elle sait pas du tout comment il a eu vent qu'elle parlait de ça ici, mais le gars est bel et bien au courant. Après ça, il y a une énorme lettre qui est arrivée avec un bon gros pavé haineux sur son petit ami, puisqu'elle a posté un autre sujet sur un autre subreddit à propos d'une petite dispute de couple qu'ils ont eu. Bon d'ailleurs, je le place là, mais c'est pas une sponsor pour Reddit, hein. Vu que je fais que parler de ça, on pourrait croire, mais non, vous inquiétez pas. Et dans les fameuses lettres, eh bien le harceleur, il a toujours été négatif envers son petit ami. Mais là, on va quand même bien plus loin. Il lui fait bien comprendre que son petit ami, eh bien il devient gênant dans leur relation. Mais en plus de ça, il y a un petit point qui commence à énerver ce gars. Il aimerait qu'elle partage la vedette avec lui car maintenant elle est célèbre, grâce ou à cause de lui. Bon, quelques jours plus tard, elle a reçu un nouveau petit cadeau. Mais cette fois-ci, il l'a pas laissé sur la boîte aux lettres ou sur sa voiture comme il le fait d'habitude. Non, cette fois-ci, il l'a laissé juste devant sa porte sur le paillasson. Déborah décide de pas ramener le petit cadeau chez elle, mais bon, elle décide quand même de l'ouvrir. Pourquoi ça? Eh bien, parce que la boîte qu'il a laissée, elle est vachement bizarre. Déjà, elle est un petit peu plus grosse que celle qu'il laisse d'habitude. Et de plus, elle est fermée avec un ruban adhésif qui forme une sorte de petit cœur. Une fois qu'elle a ouvert la boîte, eh bien elle peut voir qu'il y a plusieurs dossiers. Il y a également un rouleau de scotch. Bon, c'est pas celui que tu mets pour attacher les gens ou quoi. C'est plus celui qui sert à couvrir les murs quand tu repeins. Bon, on continue avec la liste des objets farfelus et il y a une télécommande de télévision, mais la plupart des boutons sont retirés. Et il y a même maintenant un paquet de pansements usagés. Et en dernier, une photo de Déborah et de son petit ami dans un cadre. Enfin, ce qu'il en reste étant donné que la tête de son petit ami a été découpée de la photo. Le cadre qui contient la photo, quant à lui, il a été brisé en 1000 morceaux. Et justement, le carton, il est rempli de bouts de verre. Mais il y a quand même un truc qui est bizarre. Le truc, c'est que c'est un cadre assez petit et normalement devrait pas y avoir autant de bouts de verre. Ce qui veut dire que le gars a rajouté des bouts de verre dans la boîte. En voyant ça, elle a directement appelé la police et elle leur a filé le petit carton. Bon, la police à un moment ils se disent que c'est quand même chelou de recevoir ça. La tête découpée du petit ami, ça ressemble limite à une menace. Tous les bouts de verre qu'il y a en trop, c'est quand même bizarre aussi. Ils lui disent donc qu'effectivement ils demanderont à la patrouille de venir un petit peu plus dans ce quartier. Là, pendant 1 semaine et demie, il n'y a aucune lettre ou petit cadeau de la part du harceleur. Mais il y a 8 jours de ça, ça a recommencé. Déborah, elle a pu trouver des lettres dans sa boîte aux lettres. Dessus, il écrivait qu'il avait perdu son temps avec elle et qu'en plus de ça, elle appréciait pas du tout les efforts qu'il faisait pour elle. Et qu'au final, eh bien, elle avait rien de spécial. Il y a 5 jours, elle quitte son appartement le matin et elle entend un craquement alors qu'elle marche sur le paillasson. Elle regarde en dessous et elle peut voir qu'il y a du verre brisé. Le petit truc, c'est que Déborah, elle est hyper pressée étant donné qu'elle doit aller bosser. Elle se dit qu'elle va envoyer un SMS à son petit ami quand elle sera dans la voiture pour lui dire d'appeler la police. Mais en arrivant devant la voiture, elle peut voir qu'elle a été vandalisée. Les côtés sont totalement rayés, les feux sont pétés et sur le pare-brise il y a une phrase taguée qui dit « C'est bientôt l'heure, tu me manques Déborah ». Bon, ça vient de la traduction allemande mais c'est à peu près ça. Alors comme je vous l'ai dit, avant cet événement, elle avait pas peur de lui. Il était jamais vraiment passé à l'acte. Oui, c'est dérangeant de recevoir des photos de toi, mais là ça devient vraiment dérangeant. Sa voiture est devenue vraiment inutilisable. Sauf qu'on a un petit élément bien sympa dans l'affaire. La voiture de Déborah, elle est équipée d'une dashcam et elle a fait son petit boulot. Elle a enregistré. Grâce à ça, la police a réussi à choper les images même si elles étaient pas 10
super bonne qualité. Ils ont promis à Déborah de faire davantage de patrouilles dans son quartier. Oui, encore une fois. Ensuite, ça s'est calmé pendant 2 jours. Et on arrive maintenant à il y a 2 jours avant ce post Reddit. C'est la nuit et Déborah elle dort tranquillement. Quand d'un coup ça sonne à la porte. Elle regarde son téléphone et il est 4 h du matin. Son petit ami la regarde et lui dit c'est quoi ce délire, regarde à l'extérieur. Là, elle peut voir qu'il y a de la lumière bleue dehors. Quelques secondes après, elle peut entendre tambouriner à la porte. C'est la police, ouvrez la porte. Le couple ils hésitent un petit peu mais bon, ils vont ouvrir la porte. Là, des officiers leur disent qu'ils ont été appelés par le voisin du dessous. Il rentrait du boulot de nuit un peu plus tôt et une fois dans les escaliers, il a pu entendre quelqu'un d'autre rentrer après lui avant que la porte ne se ferme. Et ce voisin, pourquoi il est aussi prévoyant? Eh bien, c'est que Déborah lui a parlé de son histoire avec le harceleur. Donc ce soir-là, le voisin, il a fait mine de rien, il est rentré dans son appartement, mais par contre, il regardait pour l'œilleton pour voir l'activité de la cage d'escalier. Les lumières, elles s'éteignent nickel. Mais après un petit moment, elles se rallument car quelqu'un monte les escaliers. Il a pu voir un homme d'une 40aine d'années monter vers un étage supérieur. Sauf que le voisin, il sait qu'au-dessus, il y a juste le couple de Déborah et une mère célibataire avec 3 enfants. Donc c'est clairement impossible qu'ils aient de la visite à 3 h du matin. Du coup, il a appelé la police. Les policiers sont venus sur place et ils ont trouvé le harceleur dans les escaliers un peu plus haut que l'étage de Déborah. Ils l'ont fouillé et sur lui, il y avait un couteau de poche. Les policiers, ils l'ont un petit peu interrogé et le gars, il a avoué directement qu'il harcelait Déborah. Ça y est, enfin, le gars a été attrapé après 4 ans de harcèlement. Surtout grâce à un post Reddit qui l'a bien énervé et le voisin du dessous qui a été très vigilant. Alors Déborah nous dit que pour l'instant le gars n'est pas actif. Il a été accusé pour plusieurs chefs d'accusation mais même la justice allemande n'est pas fofolle. Donc maintenant Déborah a la paix, pour le moment. Voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire qui d'ailleurs au passage ne vient pas des États-Unis et ça c'est fou. Donc ouais, le truc qui a mis le feu aux poudres, eh bien c'est un post Reddit. Le gars a commencé à devenir de plus en plus menaçant à cause de ça. Et le voisin clairement il a clutch comme on dit. Ring 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 la police. Ouais, il y a un mec très chelou qui est là. Il a géré, bravo. Allez, pour ce deuxième thread d'horreur, je vais vous raconter l'histoire de Mathilde. Alors c'est assez frais, ça s'est passé il y a quelques semaines. Elle travaille dans une nouvelle station-service et il faut savoir qu'elle a des années d'expérience dans ce domaine. Donc elle se dit que quand elle a posé sa candidature, ça a dû bien aider. Enfin, peut-être que c'est pas ça qui a aidé. Sauf que maintenant, contrairement à son ancien boulot, elle fait 8 heures de nuit ou à la rigueur vraiment tardif. Et ça toute seule. Le jour de cette histoire, elle a de la chance. Elle commence en début d'après-midi et environ 30 minutes plus tard, un gars rentre dans la station-service. Mathilde le reconnaît étant donné qu'elle l'a vu hier. Il était passé pour lui demander si elle avait pas des sacs de provisions pas chers à lui filer. Bon, en voyant ce gars-là, Mathilde elle a des sensations bizarres. Elle a des vibrations inconfortables dans tout le corps. Mais heureusement pour elle, à ce moment-là, elle est accompagnée d'un collègue au boulot. Donc elle va voir son collègue et elle lui demande s'il peut pas s'occuper de cette personne. Du coup, il y va et il va dire au gars bizarre que non, ils ont rien du tout à donner et il lui dit au revoir. Le gars sort de la station et part. Bref, revenons au lendemain du coup et ce gars rentre de nouveau dans la station. En le voyant, Mathilde elle se fait le truc classique du « Putain, mais qu'est-ce qu'il me veut encore ?» Le gars se dirige alors vers la caisse et commence à lui demander des conseils sur sa situation dans la vie car malheureusement cet homme est apparemment sans abri. Mathilde elle se dit qu'elle est pas psychologue ou encore moins assistante sociale. Du coup elle hausse les épaules et elle lui dit qu'elle peut pas faire grand chose pour lui. Bon, en entendant ça, le gars il a fini par partir. Sauf que maintenant Mathilde elle vient de capter un petit détail. Le gars il faisait clairement un monologue. Et justement, en parlant tout seul, il lui a demandé à quelle heure elle finissait ce soir. Et même pas elle a pu répondre qu'il a dit dans sa barbe. Elle finit à 11 h ce soir. Bon, c'est très bizarre, mais Mathilde elle oublie ça et elle va qu'à ses occupations normales. À 21 h 30, le type bizarre revient avec un autre gars qui selon Mathilde semblait l'air louche car il portait une cagoule noire. Alors non Mathilde, ça semble pas louche, c'est ultra louche. Bref, le gars ultra louche ne rentre pas dans le magasin, mais le SDF rentre et il lui demande s'ils ont des recharges téléphoniques. Directement, Mathilde elle lui répond que non. De base, ils le font, mais dans son ventre, elle sent qu'elle doit dire non, non, non. Du coup, ce gars ressort devant la station et avec son pote, il traîne des pieds devant. Mathilde, pendant ce temps-là, elle sert des clients et au bout d'un moment, c'est bon, tout est calme dans le magasin, plus de clients. C'est là que les deux hommes vont rentrer et regarder un petit peu dans tous les rayons et surtout à l'extérieur du magasin. Et justement, Mathilde, elle regarde surtout le mec avec la cagoule et elle peut voir qu'il a constamment ses mains dans les poches. Et là, ça tilte dans sa tête. Elle se dit merde, je me fais braquer ce soir. Là, elle prend quelques inspirations profondes et elle essaye de rester calme. Elle repense juste à l'entraînement qu'elle a déjà suivi et elle se répète dans sa tête. Ok Mathilde, tu leur obéis simplement, tu leur donnes tout ce qu'ils veulent et une fois qu'ils sont partis, tu appelles la police. Sauf que Mathilde, elle pense à une chose mais en même temps elle fait une autre. Elle est tellement prête à se faire braquer qu'elle a déjà mis sa main en dessous du bureau, elle est prête à appuyer sur le bouton d'alarme. Ok, mentalement, elle est vraiment prête. Elle se dit que dès qu'ils sortent leur arme et ils la pointent sur elle, elle appuie sur le bouton étant donné que c'est une alarme silencieuse.
Elle monte les mains, elle obéit et peut-être que la police arrivera à temps. Mais je vous arrête tout de suite, les gars ils ont juste acheté une bouteille d'eau et ils sont ressortis. Mathilde elle se dit let's go, en fait je me fais juste des films. Sauf qu'elle regarde un petit peu partout et elle peut voir que dehors il y a une voiture qui est en train de faire le plein. Et ce gars là il regarde attentivement la station. Et forcément elle se dit que si elle voit ce gars, eh bien les types bizarres ils l'ont forcément vu aussi. Et la théorie de Mathilde, eh bien elle semble juste cette fois-ci. Puisque les gars ils restent dehors juste à côté de la porte. Et à un moment, le gars qui mettait de l'essence, eh bien il a commencé à partir avec sa voiture. Là, elle se dit clairement que les gars ne doivent pas rentrer dans le magasin. Elle est totalement seule maintenant. Elle décide alors de changer le mode d'ouverture de la station. Elle a clairement enlevé le mode automatique. Une demi-heure va passer, aucun client n'est rentré, mais les deux gars sont toujours dehors. Elle appelle alors son patron pour lui dire ce qui se passe. Elle lui dit qu'à un moment, elle va vraiment devoir appeler la police. Au moins pour qu'il dégage, parce que là, elle commence à faire une crise de panique. Sauf qu'au même moment, dehors, il y a un gars qui rejoint les autres. Il est habillé tout en noir et il porte un masque anti-Covid. En arrivant, il enfile tranquillement à ses potes. Et les trois commencent à partir vers l'arrière du magasin. Là, Mathilde, elle capte puissance 1000 que la porte de derrière, elle est pas fermée. Puisque oui, elle l'utilise pour aller fumer. Du coup, elle tape le plus gros sprint de sa vie et elle claque la porte et la verrouille directement. À ce moment-là, elle a la peur de sa vie. Après un certain temps, elle peut entendre que les gars sont derrière cette porte. Mathilde, elle a tellement peur qu'à un moment, elle part dans le bureau du responsable. De là, elle a un accès aux caméras de surveillance. Elle prend le téléphone portable du magasin et elle appelle un numéro de police qui est pas celui des urgences non plus. Et là, elle se rend compte qu'elle a fait une belle connerie, puisqu'elle tombe sur une sorte de robot qui lui dit oui, si vous voulez machin, tapez 1, et si c'est pour ça, tapez 154. Bref, une grosse galère. En plus de ça, son téléphone perso se met à sonner et c'est son collègue qui prend des nouvelles d'elle, sachant qu'en même temps, elle essaye d'écouter dehors ce qui se passe. Sauf qu'à un moment, Mathilde, elle voudrait bien savoir ce qui se passe dehors. Du coup, elle sort du bureau et elle peut les voir frapper sur les fenêtres. Et ils ont des têtes bien flippantes. Forcément, elle le sait que les gars, ils l'ont vu avec 2 téléphones portables. Mais à ce moment-là, elle a une petite idée en tête. Elle raccroche son appel en cours avec le bot de la police et elle commence à dire à son collègue: écoute, je vais voir ce qu'ils veulent, tu restes au téléphone. Je vais mettre le haut-parleur. Toi, tu restes silencieux. Tu dis pas un mot, t'écoutes juste. Si tu m'entends dire « Ah putain, la caisse est lente », tu raccroches directement et t'appelles le 911 pour leur dire que je suis dans la merde. Avant de se rapprocher de la fenêtre, elle met le téléphone sur haut-parleur et elle le glisse dans son soutien-gorge. Et enfin, elle se dirige vers la fenêtre. Elle leur dit alors « Alors les gars, comment ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» L'un des gars lui répond « Pourquoi la porte est verrouillée ?» Mathilde, elle fait genre que tout va bien mais elle contrôle à mort sa respiration. « Ah, ça c'est normal, c'est le mode nuit maintenant. On ferme les portes la nuit. Par contre, je peux vous servir par la trappe, vous voulez quoi ?» Les gars, ils vont reculer un petit peu, se mettre en rond et chuchoter. Après un petit moment, il y en a un qui va dire « Un paquet de clopes et un briquet, ma mignonne. » Mathilde, elle répond direct « Ok, pas de souci. » Elle va chercher ce qu'ils ont demandé et elle peut voir qu'il y a une main qui tend un billet de 20 $. Elle le prend direct et elle fait la monnaie. Le gars met de nouveau sa main et elle pose l'argent le plus rapidement possible. Après ça, elle leur dit « Ok, merci, au revoir maintenant. » Après ça, les gars sont partis et elle est directement tombée par terre et elle a éclaté en sanglots. Directement après, elle a exigé à son supérieur de ne plus faire les horaires de nuit. Elle lui a stipulé qu'elle voulait uniquement faire les horaires du matin, sans quoi elle démissionnerait. Et elle a eu gain de cause, elle ne travaille plus que le matin. Par contre, elle est vraiment sûre d'une chose, ces gars voulaient absolument la braquer. Voilà, c'est ainsi que Mathilde a évité le pire. Alors clairement, heureusement qu'elle avait une télécommande pour changer le mode d'ouverture de la porte. Et c'était vraiment un bon move de sa part. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est celle de Reddit. Et justement, cette histoire, eh bien, c'est celle de Samantha. Et parfois, je vais l'appeler Sam, et bah comme ça fait un petit peu de changement. Et d'ailleurs, elle qualifie son histoire comme vraiment badante. Et malheureusement, encore aujourd'hui, eh bien, ça l'affecte encore. Et je pense que vous comprendrez pourquoi. Et d'ailleurs, cette histoire, elle s'est passée il y a exactement 2 ans. En la racontant, elle pense que ça peut servir à éveiller la prudence de certains et de certaines. Alors, pour vous mettre dans le contexte, l'histoire se passe le 1er octobre 2020 en pleine période de Covid. À l'époque, Sam a 17 ans et elle vient de quitter la région Île-de-France pour aller dans une ville de province afin de poursuivre ses études. C'est quand même à 4 heures de route de chez ses parents. Alors, naturellement, elle a décidé d'essayer de trouver un appartement. Mais en faisant ses recherches, elle a fait une tête comme ça en voyant les prix. Et du coup, elle a décidé de poser ses valises dans une résidence étudiante toute neuve. En plus de ça, c'est vraiment parfait, la résidence se trouve au cœur d'une zone pavillonnaire plutôt classe. C'est pour les familles aisées, voire même fortunées. Et justement, même si la résidence, eh bien, elle est toute neuve, il y a quand même un sacré contraste. Bon, tout va bien, Samantha fait sa rentrée normalement. Mais dès le début, les profs leur annoncent que contrairement aux autres filières, eh bah, ils vont devoir suivre des cours sur place, et non en distanciel comme ça se faisait en temps de Covid. Et de fait, ce sera les seuls à animer cette partie du campus. Bref, les premiers cours se passent plutôt bien, même si Samantha a un petit peu de mal à s'intégrer avec cette ambiance générale. C'est assez dur de tisser des liens avec des gens qui ont des masques sur la tête. Sachant qu'à tout ça, il y a une ombre qui s'inscrit au tableau.
Les jeudis et vendredis, elle finit à 20h. Un véritable enfer. Ce qui la fait rentrer à 20h45 dans son petit chez elle. Pourtant, c'est pas si loin, mais bon, faut attendre le tram qui passe pas très souvent en temps de pandémie. Une fois dedans, elle doit faire 3 arrêts et ensuite marcher 10 minutes à pied jusqu'à la résidence. Et comme vous l'avez sûrement compris, Sam a l'habitude de se retrouver seule pour faire ce trajet sur le chemin des cours. Mais la semaine du 21 au 27 septembre, en allant le matin en cours, eh bien, étrangement, à 3 reprises, elle a croisé un homme habillé en noir. Il porte une capuche et forcément, elle n'arrive pas à distinguer les traits de son visage. En fait, ce qui l'intrigue le plus, c'est que cet individu, eh bien, il colle pas vraiment avec l'ambiance générale. L'environnement, il est quand même assez chic. Mais bon, elle s'attarde pas trop dessus. Enfin, arrive la nuit du 1er octobre. Et comme à son habitude, elle sort des cours. Mais contrairement aux autres jours, elle a pris le tram avec 1 heure de retard. Elle s'est enfin faite un ami avec qui elle a discuté le temps que son bus à lui arrive. Et du coup, elle attend son tramway seule. Il arrive et une fois à l'intérieur, elle regarde un petit peu. Et elle peut voir qu'elle est vraiment seule. Le seul qui est présent, et bah forcément, c'est le chauffeur. Elle se dit alors qu'elle va s'installer dans un petit truc en carré avec 4 sièges. Comme ça, elle pourra se mettre à l'aise. À l'arrêt suivant qui se trouve encore dans la zone du campus, elle regarde un peu partout. Et elle peut voir dehors un homme en noir assis. Leurs regards se croisent et en une demi-seconde, l'homme s'est mis à bloquer les portes du tram qui se refermaient pour partir. Ce gars il cherche même pas à comprendre, il vient s'asseoir juste en face de Samantha. Alors que je vous rappelle absolument tout le tram est vide. Sam, elle comprend que c'est un comportement pas normal. Elle le fuit du regard et préfère regarder par la fenêtre. Plus le temps passe et plus son instinct lui dit que cet homme a de mauvaises intentions. Dans sa tête, elle commence déjà à élaborer un petit plan. Elle veut faire en sorte que cet individu puisse pas la suivre une fois qu'elle sera sortie du tram. Une fois arrivée à destination, elle décide de sortir du tramway au dernier moment, pile poil avant la fermeture des portes. Elle commence à marcher dans la rue et elle entend un cri. Elle tourne immédiatement la tête. Et là, elle peut voir cet homme qui apparemment a réussi à sortir du tram. Elle peut voir qu'il a les mains bien rouges. Le gars a dû forcer les portes comme un malade pour s'en sortir. Et maintenant, il est en train de marcher dans sa direction. Cette fois, elle est sûre qu'elle est suivie. Alors, elle accélère le pas, mais elle peut entendre que l'homme fait de même derrière. Elle arrive même à entendre son souffle se rapprocher. Mais là, elle a quand même une petite idée en tête. Elle décide de faire semblant d'être au téléphone pour qu'il parte tout simplement. Et au début, ça semble fonctionner étant donné qu'il commence à faire demi-tour. Mais coup du destin ou je ne sais pas quoi, son téléphone se met à sonner. Samantha, elle se doute qu'il a sûrement entendu la sonnerie et que par conséquent, il a compris la supercherie. Elle se retourne et elle voit l'homme prendre quelque chose dans sa main depuis sa poche. À vrai dire, elle sait pas ce que c'est à cause de l'obscurité. Mais le gars va se mettre à lui hurler dessus et à lui courir après. Samantha a fait de même et elle a couru le plus vite possible. Elle arrive à un croisement et elle tombe sur l'un de ses voisins. Elle décide de lui foncer dans les bras et de lui dire « Oh super, t'es venu me chercher !» Heureusement, le voisin il comprend assez vite la situation et tous les deux ils rentrent à la résidence universitaire. Avant ça, elle se retourne une dernière fois et elle peut voir que l'homme s'est volatilisé. Une fois dans sa chambre, Samantha pleure et elle repense à la démarche de cet homme. Et bingo, cette démarche, elle la connaît déjà. C'est celle de l'homme qu'elle a croisé plus tôt dans la semaine. Le lendemain, elle cherche pas à comprendre et elle fait une déposition à la police. Dans la journée, on l'appelle pour lui annoncer qu'avec les vidéos de surveillance du tram, ils ont réussi à relever l'identité de cette personne. Il s'agit d'un homme recherché pour agression plus de 18 ans et vol à main armée. Apparemment, ce gars trouvait du plaisir dans le fait d'agresser des jeunes filles aisées ou riches. Tout ça avant de les humilier, avant de les voler. D'où le fait qu'il traînait dans le quartier de Samantha. En entendant ça, ça lui a glacé le sang et elle a pris la décision de rentrer chez ses parents. Apparemment, l'homme a été retrouvé 2 semaines plus tard dans une autre ville et il a agressé une jeune fille dans un magasin. À cause de cette histoire, Samantha les psychote beaucoup, surtout quand elle croise des hommes à capuche. Et désormais, elle a toujours une bombe au poivre dans son sac à main. Je pense qu'on peut la comprendre, sachant que l'homme, il adorait faire ça. Bref, on espère que ce gars est en prison ou soigné pour des maladies mentales. On arrive maintenant à l'histoire de notre abonné, j'ai juste changé le prénom et l'âge au cas où. Et je vais vous la lire à la première personne, histoire qu'on puisse bien comprendre ce qu'elle veut nous dire. Salut Delcor, tout d'abord merci pour tes vidéos. Je suis fan de tes threads d'horreur que je suis régulièrement. Je te joins mon témoignage qui m'est arrivé si tu souhaites le raconter. J'ai eu très peur. D'ailleurs, il faut que je te dise que je mets absolument le pouce bleu à chacune de tes vidéos. Bon, ça c'est pas dans le texte original, j'avoue, mais hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, c'est Héloïse, 30 ans, ma petite histoire s'est passée durant le mois de juillet 2021.
Je suis fleuriste, je travaillais seul, installé dans un village bien tranquille en campagne. Ma boutique est située en plein centre-bourg, tout se passe très bien depuis mon installation depuis 2 ans et demi. J'ai trouvé la tranquillité de la province que je cherchais, car auparavant j'habitais Paris où la vie est bien plus agitée. J'ai une clientèle adorable, tout le monde se connaît et tout se passe très bien. Un jour, un après-midi de juillet plus calme car vacances scolaires, je travaillais dans mon atelier en arrière-boutique. J'ai entendu quelqu'un rentrer dans la boutique. J'ai donc rapidement terminé mon bouquet et je suis allé à la rencontre du client. Je précise qu'en été, je laisse toujours la porte d'entrée de la boutique ouverte car n'ayant pas la clim, il fait trop chaud pour mes fleurs. J'avais devant moi un homme au regard noir glaçant, les cheveux longs et barbe longue, vêtements sales et déchirés, on aurait dit un sans-abri. Il était de très grande taille, 1m95 voire plus, et surtout très imposant. Il ne m'inspirait pas confiance, mais ne voulant pas faire de discrimination, je lui demande si je peux l'aider ou s'il a besoin d'un renseignement. Il me regarde toujours très fixement et commence à se rapprocher de moi sans parler. Pour me mettre en sécurité, je file me mettre derrière mon comptoir caisse afin d'avoir une séparation entre lui et moi. Et je lui redemande ce qu'il veut. Toujours mutique, il commence à murmurer tout bas des sortes de prières incompréhensibles. On aurait dit qu'il venait d'un autre monde. Il avait un regard de fou. Là, je prends peur vraiment. Je lui demande de partir à plusieurs reprises, que je vais appeler la police. Mais là, il commence à se rapprocher encore, toujours avec ce regard à glacer le sang. Je me mets à crier et à appeler mon voisin le boucher en direction de ma porte d'entrée ouverte pour qu'il m'entende. Il est installé juste à côté de ma boutique. C'est à ce moment-là que l'homme d'un pas lent se dirige vers ma porte pour m'enfermer avec lui et surtout pour qu'on ne m'entende pas crier à l'aide. Il me regarde et me fait chute du doigt. J'ai très peur à ce moment-là car il est en train de se diriger vers moi et tente de m'attraper. Par réflexe et par chance, j'ai une petite porte du côté de mon atelier qui donne sur une petite cour et qui permet de se rendre dans les petites rues à côté. Étant fumeuse, je vais fumer dans cette petite cour et je laisse mon jeu de clé sur la porte. J'ai donc couru vers mon atelier pour m'enfuir par cette porte. J'ai quitté ma boutique et j'ai couru en appelant à l'aide chez mon ami le boucher. Tout ça afin de m'y mettre en sécurité. L'individu me suivait. Il est aussi passé par mon atelier et il avait dans ses mains mon couteau de fleuriste, une serpette que j'utilise pour mon travail. La gendarmerie a été appelée par des voisins. Moi, je suis resté en sécurité dans l'atelier du boucher. J'étais terrorisé. Ils ont essayé de l'attraper mais il a pris la fuite. Il a finalement été interpellé dans une rue plus loin. C'était un tel monstre qu'il y avait 6 hommes pour lui pour le maîtriser. Il a reçu 2 coups de taser qui l'ont fait rire de manière démoniaque. Il a été mis en garde à vue puis transféré en urgence psychiatrique. On ne connaît toujours pas ses motivations, malheureusement il refuse de parler. Il s'est avéré, et je l'ai su par les gendarmes par la suite, qu'il y a dans notre village une maison qui pour tout le monde semblait inhabitée car le jardin est en friche. Elle est lugubre, volet toujours fermé et pas du tout entretenu. Eh bien en fait cette maison est bel et bien habitée. Une vieille femme y vit avec son fils. Justement, cet homme, ils ne sortent jamais, vivant en ermite et selon les dires de certains, la vieille femme enfermerait régulièrement son fils dans leur cave, ayant parfois peur de lui. Après une enquête qui a duré un bon moment, l'homme a été relâché et sa maison n'est pas loin de ma boutique. Nous avons su par contre qu'il avait une obligation de soins psychiatriques. Sachant qu'il est de nouveau dans la nature, moi et mes amis commerçants avons tous mis un système de sécurité dans nos boutiques au cas où. J'ai également acheté une bombe au poivre, on ne sait jamais. Les voisins de cette personne qui pensaient également que cette maison était vide se méfient. En effet, l'homme avait commencé à sortir de plus en plus. Il a été aperçu avec une masse une nuit en pleine rue. Plusieurs plaintes ont été déposées car le manque d'hygiène venant dans la maison fait qu'il y a plein de rats. Bref, c'est la maison de l'horreur. Dans cette histoire, j'ai eu la chance d'avoir pu m'enfuir, sinon je restais enfermé avec cet homme dans ma boutique. Et je sais qu'il m'aurait fait du mal. Un vrai colosse, et moi je ne fais qu'1m60. Alors je bénis cette deuxième issue de sortie et laisse toujours une clé dessus. Je déplore le manque de prise en charge dans cette histoire. Il y a un certain laxisme car l'homme a été relâché très rapidement. Selon la police, comme il ne m'a pas touché physiquement, ils ne peuvent pas faire grand chose. De plus, la boutique est considérée comme un lieu public, donc il n'y a pas d'effraction, tout le monde a le droit de rentrer. Alors que pourtant c'est une personne dangereuse. Nous espérons qu'il ne recommencera pas. J'en ai fait des cauchemars pendant plusieurs jours. Cela m'a terrifié. Moi qui aime les films d'horreur, je ne pensais pas en être la vedette un jour. Merci de m'avoir lu, désolé, elle est un peu longue mais peut-être fera-t-elle un bon petit thread à raconter. Eh bien, je crois que c'est fait. En tout cas, un grand merci à toi de nous avoir partagé ton histoire. N'hésitez pas à dire merci Héloïse dans les commentaires, elle comprendra que c'est pour elle. Et ouais, on peut dire un grand merci à cette issue de secours. Et comme j'ai dit dans la réponse, c'est plutôt cool d'avoir un voisin bouché aussi.
L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de William. Autant vous dire que William, il a déjà tout planifié dans sa vie. Puisque ouais, il lui reste plus que 3 mois à faire dans son lycée qui est bien pourri. Il travaille d'arrache-pied pour obtenir des bourses et les notes nécessaires pour entrer dans n'importe quelle université de son choix. À côté de ça, il a même pris tous les emplois à temps partiel qu'il a pu. Comme ça, il se fait des petites économies pour aller à l'université. Au niveau des finances, sa famille, elle vit plus ou moins confortablement. Il manque de rien, mais ils sont pas riches non plus. Ce qui fait qu'ils peuvent pas se permettre de lui payer une belle université, même avec les prêts et les bourses. Alors notre petit William, il fait comme il peut et il économise au max. Il a gardé ses économies cachées sur son compte bancaire et il a caché ses plans à ses parents. Tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est finir les cours et obtenir son diplôme. Sauf qu'au lycée, malheureusement, il y a une ombre au tableau. Il a clairement 3 ennemis mortels. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour lui rendre la vie infernale. Et tout ça, ça a commencé au début du lycée. Il y a eu un petit incident avec du lait. En fait, le meneur de la bande des 3 petits cons s'appelle Trevor. Et celui-là, il s'est dit que ce serait cool de rentrer dans la cafétéria et de claquer 3 cartons de lait. Ils ont clairement aspergé tout le monde. Dans la cafétéria, forcément, il y a tout le monde qui rouspétait un petit peu. Mais William, c'est le seul à avoir vraiment dit ce qu'il pensait. Il leur a dit que c'était 3 petits cons qui gaspillaient l'air et qui finiraient sûrement arrêtés dans quelques années. Et forcément, vous vous doutez bien qu'ils ont pas très bien pris ce commentaire. Et pendant 4 années, ils lui ont montré à quel point ils le détestaient. William, il a essayé d'en parler un petit peu au principal. Mais le système de l'école, il est assez simple. Ils veulent vraiment pas savoir qui a fait quoi, c'est les 2 parties qui sont punies. Donc malheureusement, il veut pas en parler dans les détails. Sinon, il risquerait de se faire virer de l'école. Et puis bon, maintenant il lui reste plus que 3 mois de souffrance à vivre. Il se dit que c'est pas si grave. Mais ne vous inquiétez pas, Trevor il a pas agressé que William. Non, vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui l'aiment tourmenter. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux un matin qui s'est dit qu'il allait se venger. Et comment, tu vas me dire? Eh bien, ce gars-là, il a rempli la voiture de Trevor avec du poisson pourri. Au début, personne s'est rendu compte de rien. Mais bon, au fur et à mesure de la journée et le soleil qui tape, eh bien ça commençait à sentir le poisson pourri dans toute l'école. Et William, il peut nous dire que l'odeur était vraiment insupportable dans l'école. Ils ont même dû appeler quelqu'un pour qu'il remorque la voiture de Trevor tellement ça puait. Autant vous dire que personne n'est rentré à l'intérieur de la voiture. Ils ont dû la faire passer dans un truc de professionnel histoire que tout soit clean après. Et même après ça, c'était pas encore la folie. Bref, maintenant, une farce dans ce genre, ça reste pas impuni. Et vous vous doutez bien que celui qui a fait ça, il va morfler. Et la bande de Trevor, ils ont pas cherché bien loin. Eh bien, ils se sont dit que William, il ferait un bon bouc émissaire. Sans aucune preuve, ils se sont dit que c'était William. Bref, à un moment, il attend son bus pour rentrer chez lui. Et là, il peut entendre et voir une voiture rouge qui arrive dans sa rue. Il la reconnaît très vite, il sait que c'est celle de Trevor. Au début, il pense pas à mal, il se dit que bon bah ils vont rentrer chez eux ou un truc dans le genre. Sauf qu'à un moment, les gars ils sont sortis de la voiture et ils ont commencé à courir vers lui. Bon, il se dit normalement, je suis quand même à un arrêt de bus et il y a des gens autour de moi. Eh bien, Trevor et ses potes, ils en ont rien à foutre. Ils ont commencé à le tabasser. Bon, heureusement, quelqu'un de l'arrêt de bus va l'aider, non? Eh ben non. Alors William il se protège comme il peut avec son sac à dos, sachant que la plupart des coups qu'il prend ils sont dans l'estomac. Et oui, dans leurs conneries ils sont assez intelligents. Ils évitent quand même de taper le visage de William, puisque un nez cassé ou des yeux noirs, eh bien ça se voit au premier regard. Au final ils l'ont bien tabassé et ils l'ont laissé avec quelques côtes douloureuses. Beaucoup d'échymoses sur le dos et les côtes. Ça en est devenu tellement malheureux qu'à force William il sait comment se protéger. Après quelques secondes la voiture de Trevor est partie, mais il a pas pu se relever. La douleur était trop intense. William il reste sur le sol dur et il essaye de se ressaisir en se répétant qu'il a juste besoin de supporter ça quelques mois de plus. Il respire lentement étant donné qu'il essaye de pas se faire mal aux côtes. Et après quelques minutes, William il peut sentir un regard dans son dos. Au début, il pense que c'est l'un des 3 petits cons qui est resté. Il jette alors un petit coup d'œil derrière lui et non, il peut voir que c'est un inconnu qui le regarde de haut. Les yeux de William croisent celui de l'étranger et un demi-sourire paresseux se dessine sur le visage de l'inconnu. Ce gars va lui demander « Est-ce que t'as du feu, gamin ?» L'inconnu va s'accroupir vers lui et il va poser ses bras sur ses genoux. Au début, William il se dit que c'est bizarre tout ça. L'inconnu semble trop vieux pour avoir une posture comme ça. Ses cheveux sont totalement gris, mais sur son visage il n'y a aucune ride. Il y a quelques petites pattes d'oie au niveau des yeux, il y a des rides apparentes au niveau de la bouche. Mais rien de plus, alors William il en déduit que ce gars doit avoir quoi, la quarantaine. À ce moment-là, William fouille dans une petite poche de son sac à dos. Et clairement, il est conscient de toutes les douleurs dans son corps lorsqu'il bouge. Heureusement, plus tôt dans la journée, William il avait trouvé un briquet qui s'allumait encore. Ouais. Il y a une petite chose à savoir sur William. Il aime bien ramasser un petit peu tout et rien. Petite consigne, faut que ça soit utile quand même. Par exemple, il prend des meubles sur le bord de la route, il les retape un petit peu et il les revend. Il ramasse même les stylos tombés dans les couloirs de l'école. Donc quand il s'est baissé et qu'il a vu un briquet qui fonctionnait encore, eh bien il l'a pris. Du coup, il a sorti un petit briquet orange en plastique et il l'a tendu à ce mec qui l'a pris. Sur le moment, William il s'est pas demandé pourquoi il y avait un adulte qui demandait un briquet à un adolescent. Surtout que normalement il devrait plutôt l'aider étant donné qu'il est blessé. Mais non, le gars a juste allumé sa cigarette après plusieurs essais. Une fois la cigarette allumée, l'inconnu a retendu le briquet à William. Et il a refusé de lui
le reprendre en lui disant qu'il pouvait le garder. Et là, le même demi-sourire est revenu sur le visage de l'inconnu. Et William, il peut nous dire que d'ailleurs c'est un petit peu flippant. Et le gars va alors lui demander, est-ce que ces trois-là avaient vraiment une raison de te brutaliser? Ou est-ce que tout bonnement c'était juste des connards? En entendant ça, William il serre les dents et il se met à s'asseoir. L'homme de son côté, il essaye même pas d'aider William. Il s'en soucie même pas et à la limite ça le fait rigoler. En voyant ça, William il veut juste s'éloigner de ce cinglé. Il y a tout chez cet inconnu qui le fait flipper. L'homme porte une chemise habillée et une veste de costume. Mais cette chemise est déboutonnée et montre sa clavicule. Et clairement sa veste a l'air défraîchie. La voix de cet homme sonne comme s'il avait fumé un paquet par jour pendant la majeure partie de sa vie. De plus, il met pas forcément d'énergie quand il parle. William lui a alors dit, c'est que des connards c'est bon, je vais m'en remettre comme d'habitude. L'inconnu lui dit alors, je pourrais m'occuper d'eux pour vous, après tout. Vous m'avez en quelque sorte déjà payé. Là, il lui montre le petit briquet. William, il sait pas du tout ce que ce gars veut dire, mais il aime pas ça du tout. Puisque le gars en face de lui a l'air prêt à faire du mal. Mais là, il commence à se poser une question. Est-ce qu'il a tout regardé ou est-ce qu'il est tombé sur moi par hasard après leur départ? Après ça, il se dit que bah non, c'est pas possible. Il a bien dit qu'il y avait 3 connards, donc il a bien vu ce qui s'était passé. Et forcément, William, il fait pas confiance à ce gars-là. Il regrette même de lui avoir fait une petite faveur avec le briquet. William, il va commencer à dire, c'est bon, je vais... Mais il va être coupé net dans sa phrase par cet inconnu qui fouille dans sa poche et lui tend une petite carte de visite. Voyant que William peut pas la prendre, il lui jette par terre comme ça. Maintenant, la carte est juste à côté de William et il hésite à la prendre. La carte, elle est toute blanche et écrit à la main, il y a un numéro de téléphone dessus. Le gars va juste lui dire, je suis dans cette ville pendant encore 1 semaine. Donc tu ferais bien de te décider. À plus tard, William. Le gars prend une longue bouffée de cigarette et il s'éloigne. Il est légèrement voûté et les mains dans les poches. William, il décide de prendre la carte et clairement il peut sentir la fumée dessus. Bon, il décide de prendre la petite carte et de la ranger dans son sac à dos dans une petite pochette pour ne pas qu'elle se plie. Il veut pas appeler le gars. Mais bon, il se dit que sur ce petit bout de papier, eh bien il pourrait écrire des notes d'étudiant. En rentrant chez lui, les parents de William n'ont même pas remarqué à quel point il marchait d'une manière bizarre. Il y a juste la mère de William qui lui a demandé pourquoi il avait une ecchymose sur le cou. Il lui a répondu qu'il s'était fait ça accidentellement. Bref, la soirée est passée et le lendemain il est retourné à l'école. Il se dit qu'il doit absolument ignorer les 3 idiots et que de toute façon il y a que quelques mois à tenir. Et ensuite ce sera fini. D'ailleurs, heureusement, ce jour-là, quand il arrive devant le lycée, eh bien il peut voir que les 3 idiots ont choisi une nouvelle victime. Aussi malheureux que ça soit, eh bien ça fait les affaires de William. Puisqu'il y a personne au final qui a remarqué qu'il était en souffrance. Et non, c'est pas vrai, il y a bien une personne qui a remarqué qu'il était pas bien. Et c'est qui à votre avis? Eh bien c'est Luna, sa chienne. Il l'a eu quand il avait l'âge de 5 ans et elle a toujours été là pour lui. D'ailleurs, c'est le seul petit bémol dans tout son plan qui s'est fait. Il est hors de question qu'il laisse la chienne avec les parents quand il sera à l'université. Sauf qu'il sait qu'il y a un problème. Les dortoirs universitaires, eh bien ils acceptent pas les animaux. Mais malheureusement, il y a un petit détail qui nous a pas encore dit. Luna, elle est très malade. Et William, il sait qu'il lui reste quoi? Quelques mois max à vivre. Bref, le temps passe et il a réussi à survivre 1 mois de plus. Pour lui, faire face au passage à tabac ou au harcèlement à l'école, c'est assez facile. Par contre, ces 3 gugus ont fait quelque chose que William ne pourra jamais leur pardonner. Alors qu'il restait plus que 2 mois à l'école, il veillait tard pour étudier avec Luna à ses côtés. À un moment, il la regarde un petit peu et il se demande si elle souffre. Mais bon, il a rien détecté, il n'y a pas de signe apparent. Donc il se penche un petit peu pour caresser sa fourrure dorée. Et à force, Luna lui fait comprendre qu'elle veut sortir dehors pour faire ses besoins. Dernièrement, et dû à sa maladie, Luna elle doit sortir plus souvent. Et même parfois la nuit. Bon, William ça le dérange pas, il l'accompagne et il l'aide à descendre les escaliers. Puisque ça va, elle arrive encore à trottiner un petit peu, par contre monter et descendre les escaliers c'est un petit peu plus dur. Une fois dans la cuisine, William il décide d'ouvrir la porte arrière. Comme ça Luna elle peut sortir et lui il peut se préparer un petit truc à manger. Il doit étudier une bonne partie de la nuit. À un moment il décide de jeter un petit coup d'œil par la porte pour voir où est Luna. Mais il fait très sombre donc il voit rien du tout. Et juste au moment où il finit de préparer son sandwich, il entend un bruit terrible qui vient de devant la maison. Un son que William n'oubliera jamais et qui malheureusement le hantera pour la fin de sa vie. Il peut entendre Luna hurler à la mort. William il sort par derrière et il court vers le devant de sa maison. Et au même moment il peut entendre que dans la rue il y a des pneus qui crissent. À ce moment-là William il sait pas encore ce qui se passe mais il a un très mauvais pressentiment. Il a passé la majeure partie de sa vie avec Luna et il ne doit absolument rien lui arriver. Une fois sur la route devant sa maison, eh bien il a pu voir une voiture rouge tourner l'angle de la rue. William va alors regarder par terre et son corps s'est transformé en glaçon. Et son estomac il s'est retourné en voyant une petite forme au milieu de la route. William il a hurlé de toutes ses forces et il a couru en même temps vers la petite boule. À ce moment-là, il sait qu'il a sûrement réveillé tout le voisinage, mais il en a clairement rien à foutre. Après ça, c'est un petit peu le brouillard dans sa tête. Il sait qu'il s'est retrouvé quelques dizaines de minutes plus tard chez le vétérinaire d'urgence et que malheureusement il a dû faire ses adieux à Luna qui n'étaient pas sauvables.
En revenant chez lui, William il a pu voir des morceaux de phare qui ont été laissés sur la route. Et c'est clairement ceux de la voiture qui a heurté Luna. William il sait comment elle s'est échappée du jardin. La petite porte du jardin était malheureusement ouverte. De base, elle avait l'habitude d'aller voir les voisins. Et la famille de William, quant à eux, ils avaient l'habitude de fermer cette porte avec une petite pierre. Mais apparemment, cette fois-ci, elle n'était pas là. Bon, il veut pas blâmer la personne qui a oublié de mettre cette pierre. Mais il blâme clairement la personne qui a percuté Luna. C'est-à-dire le propriétaire de cette voiture rouge. Vous vous doutez bien qu'après cet événement, William il a pris 2 jours de congé. Ses parents lui ont dit qu'il devrait prendre un petit peu plus de temps pour lui. Mais il leur a dit qu'il avait absolument pas le choix et qu'il devait réussir ses études. Une fois retourné au lycée, il est resté silencieux, dans le brouillard. Il essayait juste de se concentrer sur ses cours. La journée finie, il traverse le parking des étudiants et là, d'un coup, il va se figer. Les 3 Gugus, ils sont appuyés contre la voiture de leur chef Trevor. Et sa voiture, elle est rouge. Et en plus de ça, cette voiture rouge a un phare cassé. William bug pendant quelques minutes et il fixe ses gars. Et alors là, d'un coup, son corps va se mettre à bouger tout seul. Il a laissé tomber son sac à dos par terre et il s'est dirigé vers Trevor. Enfin non, il s'est plutôt jeté sur Trevor. Il l'a littéralement défoncé, son nez est en sang. Et les 2 amis de Trevor sont tellement choqués qu'apparemment ils ne font rien. À un moment, il y a un des enseignants qui a vu la bagarre et qui va les éloigner. Trevor et ses 2 clampins, ils ont rien dit. Ils ont pris la voiture et ils se sont cassés. Par miracle, l'enseignant, il a rien dit à personne. Puisque les 3 zigotos, ils sont partis sans rien dire. Le prof, quant à lui, il savait pas quoi faire. Il a juste mis quelques heures de colle à William, puisque William il sait que si le père de Trevor il apprend ça, il aurait pété un câble. Comme vous l'avez compris, Trevor c'est pas un enfant de cœur. Il a déjà fait pas mal de conneries avec sa voiture. Il a défoncé des boîtes aux lettres et j'en passe. Et ça bien sûr il l'a fait en étant complètement pété. Bref, le professeur le renvoie chez lui et William sent que ses articulations sont très douloureuses. Et maintenant il a la preuve que c'est ses fils d'eux qui ont tué Luna. Maintenant il veut leur faire payer tout ça. Ils ont enlevé la chose la plus chère au monde à William. Et jusqu'à présent ils ont reçu aucune punition. William et ses parents ont bien déposé un rapport à la police. Ils leur ont parlé du phare cassé de la voiture qui correspond exactement à celle de Trevor. Et la police, ils ont dit qu'ils allaient examiner la question. Mais pour William, c'est pas suffisant. Même si les policiers découvrent que c'est Trevor qui a tué Luna, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste faire des petits travaux d'intérêt généraux. Non, pour William, il en faut plus. Il s'est alors assis dans sa chambre. Il a ignoré ses parents qui lui ont dit de venir dîner. Il essaye de réfléchir à comment il peut faire payer ses pourritures. Il regarde dans un coin de la chambre et le panier de Luna est complètement vide. Et ça lui déchire le cœur. Sur le bureau, les livres qu'il étudiait cette nuit-là sont toujours ouverts à la même page. Il se résout pas à les toucher. Puis quand il regarde ses livres d'un petit peu plus près, il peut voir une carte qui attire son attention. Sur cette carte, il avait griffonné un petit peu. Mais quand il retourne cette carte, eh bien il peut toujours voir le numéro de téléphone de l'inconnu. À ce moment-là, une idée folle lui traverse l'esprit. Je vais quand même pas appeler ce cinglé à l'aide, n'est-ce pas? Et voilà, c'est ainsi que se termine cette partie 1 de l'histoire. C'est bon, on passe maintenant à la partie 2. Eh bien, le souvenir de Luna, il revient dans les oreilles de William. Et ça y est, il a pris sa décision. Il s'en fout des risques ou bien le prix que ça pourrait lui coûter. Il veut que Trevor et ses acolytes souffrent étant donné qu'ils ont fait du mal à sa chienne. William, il sort son portable et il compose le numéro sur la carte. Ça sonne plusieurs fois et ça répond pas. Au début, il pense vraiment qu'il a pas de chance. Puis après quelques sonneries, ça décroche. William, il retient son souffle et il sait pas trop quoi dire en fait. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'1 semaine. Je vous ai donné un briquet. Oh, c'est vrai. Ces 3-là te donnent encore du fil à retordre? Est-ce que tu as besoin de moi pour t'occuper d'eux? En entendant ça, William il hésite clairement. Il sait pas trop quoi dire. Au final, il a fini par dire quelques petits trucs mais pas grand chose. Il se dit que si cet homme il est disposé à faire ce travail, eh bien il a pas besoin d'en connaître les raisons. Ouais, s'il vous plaît, faites quelque chose à leur sujet. Comment ça se déroule? L'homme à l'autre bout du fil, il est resté silencieux. William, il peut pratiquement entendre son sourire effrayant se dessiner sur son visage. Mais William, il peut entendre un léger petit bruit. À vrai dire, il pense que c'est sûrement un briquet. Après quelques secondes de silence, l'homme, il lui dit quand et où le rencontrer. Après avoir raccroché, William, il se dit que c'est totalement fou d'avoir fait ça. Mais ouais, il a bien accepté de rencontrer cet homme étrange la nuit. Juste parce qu'il veut se venger. Vous savez, le chagrin, ça pousse les gens à faire des choses assez folles. Quand William, il arrive au lieu indiqué, l'homme, il est déjà sur place. Quand il arrive devant lui, eh bien il se rend compte qu'au final il connaît pas le prénom de cette personne. Mais bon, il pense que c'est peut-être mieux ainsi. Il se rapproche lentement de cet homme et tout son corps devient froid. Puisque là, il peut voir que cet homme, il s'est placé devant la voiture de Trevor. William, il se pose une question. Comment cet homme, il pouvait savoir où la voiture de Trevor était garée? D'ailleurs, William, il a remarqué que la voiture de Trevor, elle était garée juste en face d'un petit restaurant. Mais bon, il se doute bien qu'il est pas dedans. Il est plutôt en face dans le bar qui se soucie pas du tout de l'âge de ses clients. William s'approche de l'homme et lui dit « Alors ? C'est quoi le plan ?» Juste après avoir dit ça, il regarde la voiture de Trevor. Il s'y connaît pas forcément en voiture, mais il sait qu'elle vaut une blinde. Après ça, il regarde de nouveau l'homme. Et d'ailleurs, cet homme est toujours habillé en costume.
mais la veste est ouverte et la chemise est déboutonnée de 2 boutons. William y baisse les yeux et il peut remarquer un truc de fou. L'homme ne porte pas de chaussures, mais même pas des tongs ou un truc comme ça, rien. Il fait chaud pour s'en passer, certes, mais la rue est vraiment très sale et étant donné qu'il y a un bar assez proche, il y a des bouts de verre un petit peu partout. William il commence à se dire qu'il a peut-être fait une erreur en appelant ce gars bizarre. En parlant de cet homme, il a une cigarette au coin de sa bouche avec ce demi-sourire. Il peut voir que ses yeux sont gris, pratiquement argentés dans la nuit. L'étranger va lui dire « Ça, c'est leur voiture, pas vrai ?» William y répond pas verbalement, juste il hoche la tête. D'ailleurs, sur la voiture, le phare a été remplacé, mais il sait très bien que c'est la voiture de Trevor. L'homme, il s'approche de la voiture et William n'a même pas le temps de réaliser que le type est déjà en train de mettre de grands coups de pied dans la voiture. Il se met à péter le rétroviseur. Là, les jambes de William ne veulent même plus bouger. Alors il reste là, à regarder cet homme faire des dégâts. L'inconnu a cabossé la portière côté conducteur, brisé le phare, arraché la plaque d'immatriculation, et au même moment, Trevor et ses 2 hommes de main sortent du bar complètement bourrés. Et justement, l'homme il en profite pour chuchoter à William. Fait en sorte qu'il nous suive. L'homme prend le poignet de William, mais au même moment, il se dit que ils pourront jamais fuir une voiture, c'est pas possible. Ils vont se mettre à courir comme des grands malades. Et au bout de 3-4 rues, il se rend compte que c'est pas du tout le plan initial de cet homme. Ils arrivent dans une rue vide près de l'entrée d'un parc et là, le gars va lâcher son poignet. Il courait tellement vite que William ça l'a perturbé. Il a trébuché et il est tombé douloureusement au sol. Il s'assoit par terre et il peut voir le type bizarre se mettre en plein milieu de la route. Sauf qu'au même moment, il y a la voiture rouge qui arrive à toute vitesse dans cette rue. William, il sait pas du tout ce qui se passe dans la tête de Trevor, mais il a mis son pied sur l'accélérateur, il a percuté l'homme au milieu de la route. Le corps de cet homme est passé au-dessus du capot et ça a fait craquer le pare-brise. D'ailleurs, quand le corps est retombé au sol, il y a eu comme des bruits d'os cassés. En voyant l'homme au sol, William il a juste une envie, c'est de vomir. De son côté, Trevor il a pas pu contrôler sa voiture. Ça l'a fait dériver un petit peu de la route et il est rentré dans un lampadaire. William commence à avoir des secousses dans tout le corps. La panique et le stress le font trembler. Je voulais pas que quelqu'un meure, hein. À ce moment-là, c'est beaucoup trop pour lui. Mais le cauchemar continue. Même si William n'en a pas vraiment envie, il doit aider les petits cons dans la voiture. Il se lève alors pour se diriger vers le véhicule, puisqu'il se doute que l'homme qui a été renversé par la voiture doit être sûrement mort. Il est arrivé à quelques mètres de la voiture et il s'est littéralement figé d'un coup. Il peut voir près du poteau de la rue une forme tordue au sol. En réalisant ce qui se passait, William il a vomi par terre. Faut croire qu'il y a l'un des 2 amis de Trevor qui n'avait pas bouclé sa ceinture. Et au vu du choc de la voiture contre le lampadaire, le gars a sûrement dû être éjecté hors de la voiture. En parlant du véhicule, il peut voir que Trevor est encore en vie mais qu'il bouge bizarrement sur son siège. Après avoir vomi sur le sol, le corps de William il veut même plus bouger. Tout ça, c'est vraiment trop pour lui. Et malheureusement, le cauchemar ne finit pas ici. Ah, j'espère au moins que le reste sera plus amusant. Là, William il bug littéralement. Cette voix-là, elle vient de derrière lui. Et clairement, il a jamais été aussi effrayé de sa vie que quand il a reconnu cette voix-là. Selon lui, il en a quasiment fait une crise cardiaque. Il y a littéralement trop d'éléments dans sa tête. Il tombe à genoux et maintenant, devant lui, il peut voir l'homme qu'il a appelé. L'inconnu craque son visage un petit peu et il y a un sourire étrange qui se dessine sur son visage. William, il arrête de respirer tellement il stresse. Sauf qu'au même moment, la porte de la voiture s'ouvre. Il y a un des 3 ados qui s'extirpe du véhicule. Le visage est ensanglanté et défiguré. William, il reste là à regarder cet homme s'approcher de l'adolescent. L'ado essaye de courir mais il va trébucher. Son visage dégouline de sang mais cet homme le laisse gémir là comme une merde. L'adolescent est quasiment en train de ramper mais il atteint enfin les marches de pierre du parc. En voyant ça, l'inconnu rigole avec les mains dans les poches. L'homme il se penche et il rapproche son visage de l'adolescent. « Je te laisse riposter. Je veux un petit peu m'amuser, tu sais. T'as une arme sur toi ou pas? Un couteau, une lime à ongles, n'importe quoi. » En entendant ça, William, il trouve que cet homme est de plus en plus fou. Il peut sentir qu'il y a de l'excitation dans la voix de ce gars, comme si limite cette situation l'amusait. En regardant un petit peu, William il peut voir qu'au sol c'est pas Trevor. D'ailleurs, en parlant de cet adolescent, il est toujours en train de ramper sur les marches. Et il s'est mis à sangloter de toutes ses forces. Il a l'air d'avoir tellement mal. Mais William le sait, cet homme ne va pas laisser Ben s'en sortir comme ça. Ben, l'adolescent, supplie sa mère ou même Dieu de venir l'aider. Et ces sons-là, ils déchirent littéralement la poitrine de William. En entendant ça, l'homme va dire d'une voix triste: « Tu n'as rien ? Mon Dieu, que tu es ennuyant. » L'homme va sortir une main de sa poche et va attraper la tête de Ben par les cheveux. Et il se met à frapper son visage contre les marches de pierre, encore et encore. Et à chaque coup, William y sursaute. Il peut littéralement entendre qu'il y a des os qui se fissurent sur le sol. William, il se dit que c'est pas possible, ça peut pas être la réalité. Il est peut-être pas réveillé, il est simplement dans un cauchemar. Il se dit que c'est pas possible, une personne ne peut pas être aussi forte que lui. En même pas une minute, le visage de Ben est devenu littéralement une bouillie. Et puis cette personne, elle a quand même été renversée il y a peu de temps. Comment il arrive encore à tenir sur ses 2 jambes? À un moment, il va être sorti de ses pensées par un son qui le fait sursauter.
Trevor est sorti de la voiture et il tient une arme à feu. Il se met à tirer et il y a une balle qui touche le côté du visage de cet homme. L'homme se retourne et au même moment, il y a une autre balle qui le frôle. L'homme va alors dire avec excitation: ouais, c'est ça. Montre-moi quelque chose d'amusant. Allez, vas-y. En entendant ça, Trevor est clairement en mode panique. Il se met à tirer de nouveau, mais il loupe toutes ses balles. D'ailleurs, il y a une des balles qui aurait dû toucher William au visage. Pourquoi je dis aurait dû? Eh bien, l'homme étrange, il s'est déplacé à une vitesse assez folle pour prendre la balle à sa place. William, il est dans un brouillard le plus complet. Et il comprend pas pourquoi ce gars se soucie de sa vie. Comment un monstre comme lui qui peut tuer quelqu'un de sang-froid se met à protéger un autre gars? William se lève et il peut voir que le visage de cet homme est en train de se régénérer petit à petit. Honnêtement, à ce moment-là, William, il pense qu'il a conclu un pacte avec le diable. William, il essaye de dire quelque chose, mais il n'y a rien qui sort de sa bouche. Il sait que cette histoire est allée bien trop loin. L'esprit de William en a trop vu, il en peut plus. Mais de toute façon, même s'il avait pu dire quelque chose, il pense pas que cet homme arrêterait ce qu'il fait. En même temps, Trevor, il laisse tomber son arme, il tourne les talons et il tente de s'enfuir. L'homme, il se met à courir derrière lui, mais avec une petite distance. Alors que William sait très bien qu'il pourrait facilement le rattraper. L'homme va faire trébucher Trevor et il va se mettre à fredonner. William, il en est conscient, c'est fini pour Trevor. Mais à ce moment-là, l'homme ne fait rien, il laisse une chance à Trevor de se défendre. Mais Trevor ne fait rien du tout. Il peut alors voir que cet homme va mettre les genoux à terre et se pencher sur le corps de Trevor. Quelques secondes après, il peut entendre une sorte de craquement. Et de loin, il pourrait limite nous dire que cet homme est en train de déchirer Trevor avec ses dents. Là, l'horreur est tellement insoutenable pour William qu'il s'est évanoui. À un moment, William se réveille mais il ne veut plus rouvrir les yeux. Il veut pas voir Trevor se faire déchirer par cet homme, mais il a pu entendre quelqu'un parler à côté de lui. D'ailleurs, cette personne, elle essaye de le remettre sur pied. Et comme si ça ne suffisait pas, il a mangé une bonne grosse claque dans sa tête. Et ça l'a quand même bien réveillé. Debout en face de lui se tient un homme vêtu d'un uniforme. Et partout autour de lui, il y a des lumières clignotantes. Et plus loin, il a pu voir le monstre assis sur le trottoir avec des menottes au poignet. Et son costume est littéralement taché de sang partout. Il y a un officier de police juste devant lui qui a la rage. Mais l'homme au costume, il est en train de lui ricaner au visage. L'officier qui est juste à côté de William lui demande si ce gars lui a fait du mal. Sauf que William y met un petit temps avant de comprendre que l'officier s'adressait à lui. Il secoue la tête pour lui répondre que non. Et William il peut entendre quelques bribes de conversation qui se passent de l'autre côté. Le policier et le tueur semblent parler. Et lui dit quelque chose comme quoi il devrait pas être en ville pour une bonne raison. En même temps, le policier qui est à côté de William, il voit bien qu'il dit non de la tête. Et du coup, ce gars-là appelle un autre collègue policier pour aller surveiller le petit tueur. En même temps, l'officier de police lui demande « Qu'est-ce que ces trois-là ont fait pour que tu appelles cet homme-là » William, il se rend compte que l'officier de police comprend qu'il a appelé cet homme. Il essaye de réfléchir un petit peu, mais il n'y arrive pas étant donné qu'il y a un petit peu de mouvement pas très loin. Mais il finit par lui répondre « Il a tué Luna, ma chienne !» L'officier, il lui dit « Tout ça pour un chien ?» Le policier regarde William avec dégoût. Et après ça, il lui fait un petit signe de tête vers la rue ensanglantée. Au sol se trouve un ado tordu par l'accident de voiture. Un autre avec le visage fracassé contre les marches de pierre. Et le dernier est en morceaux éparpillés dans la rue. En voyant ça, le ventre de William se tord. Juste après ça, il pose ses yeux sur le tueur. Et d'ailleurs, ce gars-là est en train de regarder dans leur direction avec un sourire sinistre sur le visage. Là, William, il commence à regarder l'officier à côté de lui et il se rend compte d'une chose. Il se demande si les policiers vont l'arrêter aussi. Est-ce que, en quelque sorte, il est responsable de ce qui s'est passé étant donné qu'il l'a appelé cette nuit-là? Bon, il a littéralement été interrompu dans ses pensées étant donné qu'il y a une scène qui va se passer très vite devant lui. Il y a 3 nouveaux policiers qui se rapprochent de la scène. Et en les regardant d'un petit peu plus près, eh bien William il peut en reconnaître un. Et 2-3 secondes après, il peut entendre « Laissez-moi passer, chef, qu'est-ce que vous essayez de me cacher ?» Il y a un des policiers qui essaye de regarder un petit peu partout. Il est retenu par ses 2 collègues qui essayent de l'amener plus loin. Mais malheureusement, il arrive à voir quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Il se met à hurler le prénom de Trevor. Puisque oui, cet officier de police, c'est le père de Trevor. Et les cris de douleur que ressent le père de Trevor résonnent dans toute la rue. Sauf qu'à un moment, son regard va croiser celui de William. Et là, plus aucun son n'est sorti de sa bouche. Le père de Trevor, il sait très bien que c'est lui qui a appelé l'inconnu. Et que maintenant, à cause de lui, son fils est mort. Maintenant, il y a 3 policiers qui essayent de le retenir, puisque le père de Trevor essaye de s'emparer de son arme. D'ailleurs, pendant que les policiers essayent de garder le père de Trevor à l'ordre, eh bien ils ont oublié de surveiller quelqu'un. Le tueur est tranquillement en train de se lever. Il se dirige vers le groupe de policiers sans se presser. Il garde les menottes derrière son dos. Pourtant, William, il sait très bien qu'il pourrait se les enlever très facilement. En même temps, le père de Trevor écrit qu'il veut tuer tout le monde. Sauf que le tueur, il l'interrompt directement et lui dit « Êtes-vous en train de menacer celui qui m'a embauché? Nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas ?»
Vous connaissez le marché. Je protège ceux pour qui je fais un travail contre les représailles. Si vous abîmez un cheveu de la tête de cet enfant, alors quoi, tu vas me tuer? Oh, mais vous avez une charmante jeune fille, n'est-ce pas? Là, le père, il devient tout pâle. Il secoue la tête et il lui dit: tu n'oserais pas lui faire du mal. Je te tuerai si jamais tu la regardes. Je n'ai aucune raison de me rappeler qu'elle existe si tu oublies celui qui m'a appelé. Mais si je découvre que tu es allé de l'avant et que tu as fait quelque chose de stupide, eh bien, j'ai le don de faire venir à moi les jeunes et jolies jeunes filles. Tu sais, elles ont tendance à profiter du bon temps quand on est ensemble. Juste après avoir dit ça, le tueur va afficher un énorme sourire. Là, il y a une scène qui va se passer en une fraction de seconde. Le père a dégainé si vite son arme que les autres n'ont pas pu l'arrêter. Une balle s'est logée littéralement entre les deux yeux du tueur. L'inconnu grogne un petit peu de douleur mais se rapproche du fusil. Sauf que le père de Trevor n'a pas pu tirer de nouveau étant donné que ses collègues l'ont désarmé. Suite à ça, ils ont emmené le père de Trevor un petit peu plus loin. Quant au tueur, il a été amené dans une voiture de police et son visage avait quasiment déjà guéri. William, quant à lui, il a atterri dans une autre voiture de police. À ce moment-là, il se fait tellement de films. Il se demande s'il va être impliqué. Mais curieusement, rien ne s'est passé. L'officier l'a déposé devant chez lui sans savoir quoi dire. Il lui a juste dit de ne surtout pas quitter la ville. William, il a hoché la tête. Il a marché à l'intérieur pour se recroqueviller dans son lit. Le lendemain, aux informations, il a entendu dire qu'il y avait eu un accident de voiture et que 3 adolescents sont morts à cause d'une conduite en état d'ébriété. À la suite de cet événement, William il pouvait même plus quitter sa chambre et forcément, il a raté ses examens. Plus le temps passe et plus il s'enferme dans sa chambre. Ses parents ne savent vraiment pas quoi faire pour lui. Du coup, ils ont décidé de lui acheter un petit chat. Sauf que le petit chat, il a une santé assez fragile. Et William, comme c'est celui qui reste le plus à la maison, eh bien c'est celui qui s'occupe le plus du petit chaton. Et petit à petit, grâce à lui, il a repris goût à la vie. Il a repris ses études et à force, il a fini par devenir vétérinaire. Le besoin de sauver des petites vies ne rachète pas ce qu'il a fait, bien sûr, mais ça l'aide à se sentir un petit peu moins responsable. Mais un jour, un petit chat a été rapporté dans sa clinique. Et il est vraiment bien amoché. Et malheureusement, il y a un petit problème, c'est que les gens qui ont ramené ce petit chat, eh bien c'est pas les propriétaires du petit chat, c'est les voisins des propriétaires du petit chat. Et légalement, lui, il doit remettre le petit chat au propriétaire. Sauf que vu les blessures du chaton, il sait ce qu'il doit vivre à la maison. Il aura beau appeler toutes les associations, le temps qu'ils viennent, il sera trop tard pour le petit chat. William, il se dirige vers son sac, fouille un petit peu. Et là, enfin, il la trouve. Une carte de visite blanche. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai plus de compassion pour l'être humain. Il compose alors le numéro de téléphone et après quelques sonneries, il peut entendre. Allô, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et voilà, c'est ainsi que se termine ce thread d'horreur. Bon, comme tu l'as compris, je pense qu'on est sur une fiction. Enfin, du moins j'espère parce que sinon c'est complètement fou. J'ai quand même l'impression qu'il a fait appel à une espèce de vampire. C'est pourquoi sur la miniature, je vous ai mis Elijah qui nous provient de Vampire Diaries. Donc voilà, petit clin d'œil, ça fait plaisir. Ceux qui avaient la rêve, bah tant mieux. Bon, je te le dis, rien que l'introduction du thread d'horreur, elle est différente de d'habitude. Ça commence par un meurtre, une rencontre. Ouais, je sais, on dirait un jour une histoire à l'ancienne, mais c'est pas ça. En fait, un meurtre, une rencontre, eh bien c'est comme ça que Laurent il a rencontré sa femme Isabelle. Lors de leur première année à l'université, eh bien le dortoir des filles, il a dû fermer ses portes, puisque la police a retrouvé un cadavre là-bas. La fille qui est retrouvée morte dans le dortoir, eh bien c'est quelqu'un que Laurent connaît. Et Isabelle, c'est une amie de la victime. Sur la scène de crime, il y a eu 42 coups de poignard. Et c'est déjà fou, mais le problème c'est que c'est pas tout. Le tueur, il a réussi à emporter les yeux de la victime, son nez et sa bouche. Alors oui, c'est clairement un truc de fou. Mais il y a quand même une chose étrange. Il y a littéralement personne qui a entendu la victime crier. Pourtant, il y avait bien du monde dans les chambres ici et là. Revenons à Isabelle qui, elle, vit à quelques pièces de la scène. Et Laurent, la première fois qu'il a vu Isabelle, elle était au centre de la foule. Elle était en train de faire un énorme câlin à Christy, la colocataire de la victime. Autant vous dire que toutes les filles là-bas sont totalement terrifiées. Pour vous dire, à 98%, elles sont toujours en pyjama. Laurent, il regarde un petit peu toute cette scène et à un moment, son regard va croiser celui d'Isabelle. Il a pu voir qu'elle avait des beaux yeux bleus. Mais dans son regard, forcément, il peut voir qu'elle est énormément triste. Et surtout, effrayée. C'est pour ça qu'il va se rapprocher d'elle. Il a un petit sentiment, comme ça, il sent qu'il doit la protéger. Du coup, il s'est rapproché d'elle et lui a demandé s'il pouvait l'aider d'une quelconque manière. Et au final, il a passé la journée avec Isabelle et ils se sont occupés de Christy. Après ça, Isabelle et Laurent, ils sont quasiment inséparables. Il est là pour elle quand la police a annoncé qu'elle essayait de rechercher le tueur mais qu'elle n'avait aucune piste. Et à partir de là, il y a eu un autre meurtre dans une autre université dans une ville un petit peu plus loin. Et les journaux locaux ont fini par appeler cet individu le boucher de l'université. À ce moment-là, Isabelle, elle est vraiment pas au top de sa forme. Et elle passe quasiment la plupart de son temps dans la chambre de Laurent. Bon, le temps passe et Isabelle, elle se spécialise en littérature. Alors de temps en temps, Laurent, il trouve des petites notes par-ci par-là dans sa chambre. Et bon, ça le dérange pas du tout. Puisque Isabelle, elle est gentille, c'est quelqu'un de drôle et puis elle est belle.
D'ailleurs, en parlant d'Isabelle, eh bien elle a toujours vécu une vie normale. Elle aime ses parents, elle a 2 sœurs qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle. Et Laurent, la première fois qu'il a vu les parents d'Isabelle, c'était à Noël. Pareil, les parents d'Isabelle, c'est vraiment des petites crèmes. Ils sont gentils, chaleureux, ils sont vraiment accueillants. À tel point que Laurent, il se dit même que ses parents, ils font pas aussi bien. Il se dit même que les parents d'Isabelle, ils sont juste parfaits. Mais peut-être un petit peu trop parfaits. Mais bon, à ce moment-là, il est jeune, stupide et profondément amoureux. Quelques années après l'université, Isabelle et Laurent se sont mariés. Laurent, il a trouvé un emploi en tant que développeur de logiciels. Et Isabelle, elle a terminé ses études dans l'enseignement. Et quelques années après son diplôme en poche, eh bien elle est devenue enseignante au lycée local. Ils ont acheté une maison dans un quartier calme et sûr d'une ville tranquille. Tout semble vraiment si bien pour eux. Et pendant 10 années entières, tout était parfait. Jusqu'à il y a 3 semaines. Laurent, il a pu entendre un petit peu de bruit dans le grenier. Il se dit que quand il aura un petit peu de temps, eh bien faudra qu'il monte pour aller nettoyer les petites souris là-bas. Ensuite, il part pour son travail et forcément, il revient du travail à un moment. En revenant du travail, il parle avec sa femme et il lui dit qu'il a entendu des bruits bizarres dans le grenier. Sa femme, elle est là, tranquille en train de préparer la petite bolognaise. Elle l'écoute sans vraiment l'écouter pendant qu'elle se sert un petit verre de vin. Isabelle, elle répond pas à son mari. Et du coup, Laurent, il regarde un petit peu son visage. Le visage de sa femme, il est complètement pâle et elle le fixe avec un regard bizarre. Le seul truc qu'il arrive à voir, c'est que c'est pas de la peur, mais c'est autre chose dans le regard. Puis là, d'un coup, comme ça, elle lui dit d'un ton glacial: « Ne monte pas là-haut, je m'en occupe. » Laurent, il fronce les sourcils et lui dit: « Je pense vraiment qu'il y a juste des petites bestioles là-bas. Je veux nettoyer cet endroit depuis un moment de toute façon. » Là, sa femme, elle le dévisage. Et en voyant son regard, il y a un frisson qui parcourt tout le corps de Laurent. Après ça, elle enchaîne et elle lui dit: « Laurent, ne monte absolument pas là-haut. Promets-le-moi. » Laurent, il la regarde un petit peu confus et puis il hoche la tête. Le couple Laurent-Isabelle, il se respecte et il veut pas lui faire du mal ou la stresser. Du coup, il décide de l'écouter. Mais vous savez, la curiosité, c'est un vilain défaut, pas vrai? Donc Laurent, il attend que sa femme parte pour le travail. Et une fois qu'elle est partie, il monte au grenier. La maison qu'ils ont, elle est vachement ancienne. Et du coup, il y a vraiment des escaliers pour monter là-haut. Et pas une trappe avec une échelle. Quand il a fini de monter les marches et ouvert la porte qui mène au grenier, au même moment, il y a eu un grincement sur les escaliers. Un grincement assez bizarre, comme si quelqu'un avait mis ses pieds sur une marche défectueuse. Les cheveux de la nuque de Laurent se sont directement redressés. Il a senti comme un courant d'air frais venant des escaliers. La porte du grenier est maintenant ouverte et il peut voir que le grenier est vraiment sombre. Il y a un tout petit peu de lumière qui vient d'en bas. Mais bon, Laurent, il se dit que normalement ça devrait aller étant donné qu'il a pris son téléphone portable. Laurent, il plisse les yeux et il commence à s'avancer dans le grenier. Et il sait vraiment pas pourquoi, mais il a commencé à crier. Hello? Au fur et à mesure qu'il avance dans le grenier, eh bien la raison le rattrape. Il se dit qu'au final, il n'y a pas un rat dans le grenier. Plus il avance et plus il fait noir. Il décide donc de sortir son téléphone de sa poche. Et Laurent, il commence à avoir un petit peu les chocottes. Le grenier il est quand même plus sombre que dans ses souvenirs, puisque quand ils ont acheté la maison, ils avaient des projets pour le grenier. Lui, il voulait transformer tout ça en une salle de jeu, mais Isabelle, elle l'a dissuadé de faire ça. Et franchement, au fil des années, il a totalement oublié ce projet. Laurent continue de s'aventurer dans ce grenier qui est poussiéreux. Le parquet, il est vraiment vieux et il grince. Bon, bien évidemment, c'est un grenier et du coup, ils ont laissé pas mal de trucs qu'ils utilisent plus. Il y a des boîtes et quelques vieux meubles qui occupent de la place au fond de la pièce. Après un petit moment, Laurent, il se sent bizarrement bien dans cette pièce. Par contre, il y a quand même une chose qui le dérange un petit peu. Pourquoi sa femme Isabelle, qui normalement est hyper organisée et qui utilise chaque recoin dans une pièce, là elle utilise pas du tout le grenier et elle s'en occupe pas. Laurent il réfléchit tellement à ça qu'il commence à avoir un petit malaise. Et à un moment il s'arrête devant 5 cartons qui contiennent les affaires d'Isabelle. Il y a une partie de Laurent qui lui dit non c'est pas bien, fais pas ça. Et il y a une autre partie de lui qui lui dit allez je veux savoir. Et c'est vrai que lui aussi voudrait savoir pourquoi sa femme elle se comporte aussi étrangement à propos de cette pièce. Laurent il va alors s'asseoir au sol en tailleur sur le sol poussiéreux. Il tire la première boîte vers lui et commence à l'ouvrir. Bon dans la première boîte c'est que de vieux vêtements qu'elle a gardés pour une valeur sentimentale. Des t-shirts dédicacés par des amis, quelques vieux sweats, rien qui éveille vraiment sa curiosité. La boîte suivante, il y a juste quelques livres dont elle veut pas du tout se séparer. Mais bon, c'est quand même bizarre étant donné qu'elle pourrait les mettre dans la bibliothèque en bas. Laurent, il commence à prendre la troisième boîte et là, en la prenant, il se met à hésiter. Il sait pas pourquoi, mais il a comme un pressentiment. Il se dit que s'il ouvre cette boîte, il va découvrir la vérité et que sa vie va changer pour tout jamais. Mais bon, il décide de prendre cette boîte et de l'ouvrir soigneusement. Il décide alors de regarder à l'intérieur et en voyant ce qu'il y a dedans, il pousse un soupir de soulagement. Dans ce carton, il y a que des photos encadrées et 2 albums photos. Il prend le premier album photo et il commence à le feuilleter. Il y a une photo d'Isabelle qui a environ 4 ans et ses 2 petites sœurs de 2 ans. Après ça, il y a des photos de ses parents, de elle et de Laurent. Sauf qu'en voyant ça, il bug un petit peu. Il se dit pourquoi elle a mis tout ça au grenier et pas en bas. Et là, de nouveau, il va avoir un frisson étrange qui lui parcourt le corps. Dans le carton, il reste encore un autre grand album en cuir noir.
Il prend l'album, il le met sur ses genoux et il attend avant de l'ouvrir. Et oui, son cœur il se met à palpiter vraiment beaucoup. Mais il se décide quand même d'ouvrir la première page. Là, il peut voir une grande photo en noir et blanc d'une petite fille qui est sur une balançoire et qui regarde face à la caméra. À première vue, il nous dit que la photo elle est quand même un petit peu effrayante. Mais c'est pas ce qu'il y a au premier plan qui est vraiment effrayant. En fait, derrière la petite fille se trouve une autre petite fille vêtue d'une robe blanche qui se tient à la lisière des bois. Et cette petite fille regarde la fille qui est en train de faire de la balançoire. Et alors là, c'est ultra perturbant pour Laurent étant donné qu'il peut nous dire qu'il peut limite sentir le regard de la petite fille dans les bois. Il est tellement pas bien qu'il décide donc de tourner la page. Et c'est pareil, il y a une photo de la petite fille qui fait de la balançoire. Et il y a également la petite fille avec sa robe blanche. Sauf que maintenant, elle est un petit peu plus proche. Par contre, il y a quelque chose qui change pas, elle arrête pas de regarder la fille sur la balançoire. Laurent, en voyant ça, il décide de tourner les pages une à une. Et page après page, on voit cette petite fille qui vit sa vie tranquillement. Et au fur et à mesure des pages, eh bien la petite fille qui est dans le fond se rapproche de plus en plus. Et en tournant les pages de cet album, Laurent il se rend compte d'une chose. Et bah que la petite fille joyeuse sur la photo, eh bien c'est sa femme Isabelle. Et il remarque aussi une autre chose. Maintenant, la petite fille qui était derrière est vachement plus proche. Et du coup, il arrive à bien voir les traits de cette fille. Elle ressemble également à Isabelle, mais dans une version beaucoup plus sombre et effrayante d'elle. Bon, Laurent au début il en déduit une chose, c'est qu'elle a un sosie. Laurent il tourne de nouveau la page et il peut voir sa femme à l'université. Et derrière il y a toujours cette femme qui la regarde. En voyant ça, la vision de Laurent elle est devenue hyper floue. Et il sent limite qu'il devient malade. Là c'est vraiment trop pour lui, il a décidé de fermer l'album. Il le coince sous son bras et il s'enfuit du grenier. Il referme la porte du grenier et il appuie sa tête contre la porte. Il prend une lente inspiration et il se dit mais putain c'est quoi ce bordel ? Je peux vous dire que ce soir-là, Laurent il attend que sa femme elle rentre à la maison. Il sait très bien qu'elle a l'habitude de passer par la cuisine. Donc il l'attend là, avec son whisky le plus fort dans les mains. À un moment elle rentre et elle lui dit « Salut chérie !» Elle s'est rapprochée de lui et elle l'a embrassé. Isabelle elle fait sa petite vie, elle dépose des sacs de courses qu'elle a fait à l'épicerie et elle enchaîne en disant « Comment ça s'est passé ta journée ?» Laurent il s'arrête de boire et il se racle lentement la gorge et il lui dit « Je l'ai trouvé Isabelle !» Sa femme, elle était en train de ranger les aliments, mais quand elle a entendu ça, elle s'est directement arrêtée. Elle pose ce qu'elle a dans la main et elle fronce les sourcils et elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Laurent, il soulève délicatement l'album qu'il avait sous les genoux et il le pose sur la table. « Alors c'est pour ça que tu voulais pas que j'aille dans le grenier. » Isabelle regarde l'album et son mari. L'album, son mari. Et là, son visage va pâlir comme si elle avait vu un fantôme. Elle lui dit alors « J'ai jamais vu ça de ma vie. » Puis là, sans dire un mot, elle sort de la pièce. Laurent, il lui court après et il lui dit « Isabelle, sérieusement ? C'est qui la fille derrière toi ? Putain, regarde-moi quand je te parle !» Laurent, il saisit le bras de sa femme et il la fait tourner vers lui. Là, Isabelle, elle apprécie pas du tout et elle le gifle violemment. À savoir que normalement, sa femme, elle engueule même pas le chat qui fait un petit peu de conneries. En sachant ça, Laurent, il la regarde bouche bée. Isabelle monte les escaliers et va dans leur chambre en claquant la porte. Laurent, sans s'en rendre compte, il avait encore l'album dans les mains. Et l'album, il commence à faire son poids. Sauf qu'au même moment, Laurent, il peut entendre quelque chose de bizarre. Le même grincement qu'il avait entendu dans les escaliers pour aller au grenier. Sauf que maintenant, il a l'impression que ce bruit vient de leur chambre. Laurent, il se demande mais c'est quoi ce putain de bordel? Là, il s'est mis à regarder le plafond et il a pu entendre comme si quelqu'un grattait. Laurent, il avance tout doucement dans l'obscurité des escaliers. Et il se dit mais pourquoi elle a pas allumé les lumières quand elle est montée là-haut? Il s'avance dans le couloir du haut et il se met à crier « Isabelle ?» Au début, il peut entendre aucune réponse. Mais après un certain temps, il peut entendre une voix aiguë se moquer littéralement de lui dans l'ombre. Là, le sang de Laurent va se glacer. Il est terrifié à la seule pensée que sa femme peut être en danger. Il a alors monté les escaliers jusqu'à la porte de leur chambre. Il a trouvé la porte grande ouverte sans aucune trace de sa femme à l'intérieur. Laurent, il regarde tout autour de lui dans la chambre qui a l'air complètement vide. Et c'est là qu'il va sentir quelque chose. Il y a une main froide venant d'en dessous du lit qui va agripper sa cheville. Laurent, il s'est mis à crier et à se dégager de l'emprise. Mais il trébuche en arrière jusqu'à ce qu'il tombe contre Isabelle. Elle va alors lui attraper les mains et le traîner dans les escaliers. Elle lui hurle « Je t'avais pourtant dit de pas aller dans le grenier !» Elle se met à sangloter et elle le traîne jusqu'à la porte d'entrée puis elle ajoute « Voilà, j'espère que t'es content. Maintenant tu l'as laissé sortir et tu l'as laissé rentrer dans nos vies. Dépêche-toi avant qu'elle nous retrouve. » Isabelle, elle le fait monter dans la voiture, elle prend le volant et ils sortent de l'allée. Et clairement, Laurent, il peut voir que sa femme, elle serre le volant de toutes ses forces. Sa femme va alors lui dire « Elle a toujours été là, toujours encore. Tu vois, c'est moi qui dois vivre. » Laurent, il lui répond « Mais qu'est-ce que tu me racontes là ?» Laurent, il y a quelque chose que tu sais pas à propos de moi. Je devais naître avec une jumelle, mais malheureusement il y a eu des complications. Et je suis la jumelle qui a survécu alors que l'autre est morte dans le ventre de ma mère. Là, Laurent il est totalement confus et il lui dit « Mais alors qu'est-ce que c'est que ça ?» Sa femme elle lui répond alors « C'est l'esprit de ma jumelle maléfique qui va avoir une chance de vivre et depuis que je suis né, elle ronge ma vie. » Et cet album c'était l'un des rares moyens de la piéger. Ces photos c'était comme un talisman que j'utilisais pour la garder dedans. Quand nous étions à l'université et que cette horrible chose s'est produite, je suis directement allé chez un professionnel.
Et le professionnel m'a aidé à la piéger. Là, Laurent, il va directement la couper et lui dire « Alors, si je comprends bien, j'ai ouvert l'album et je l'ai laissé sortir. » Elle hoche la tête et un soupir s'échappe de ses lèvres. Elle enchaîne alors en lui disant « Elle veut être à ma place, tu comprends? Elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas tout absorbé de moi. » Au même moment, Laurent il tourne sa tête et il peut voir du mouvement. Il se retourne alors et il peut voir la chose qui est censée être sa femme derrière. Et cette femme lui sourit. Laurent il s'est mis à crier comme pas possible. Et Isabelle elle a totalement paniqué en entendant ça. Et malheureusement, ils n'ont pas pu voir le camion arriver devant eux. Quelque temps après, Laurent il s'est réveillé à l'hôpital. Un policier se tenait à côté de lui quand il s'est réveillé. Laurent se réveille et la première chose auquel il pense, eh bien c'est Isabelle. Chaque partie de son corps lui fait vraiment mal. Il demande alors à l'officier mais où est ma femme? Le policier lui dit alors Monsieur Taylor, je suis désolé de vous informer que votre femme a été tuée dans un accident. Vous le comprendrez bien, cette nouvelle elle met une énorme claque dans la tête de Laurent. Il se met à hurler et à pleurer en même temps. Le policier va lui dire Monsieur, je suis désolé de votre perte, mais vous allez devoir répondre à quelques questions pour nous. Le policier il se met à sortir un dossier et il le regarde attentivement. Tout d'abord, nous aimerions savoir pourquoi l'ADN de votre femme est apparu dans une série d'affaires de meurtre. Connaissez-vous l'affaire du boucher de l'université? Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire folle. Eh ben, on peut le dire, ouais, c'est une histoire de fou malade. En tout cas, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, bah, petit pouce bleu et abonnement. Si jamais tu veux un petit peu plus de thread d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.